Bienvenue sur le Poulga Podcast. Je suis Yann Puget, coach de powerlifting et ex-champion de France moins de 74 kg. Dans ce podcast, je reçois des personnalités du powerlifting francophone et au cours d'un agréable moment, j'échange, je débat et je creuse leur opinion et leur vision du powerlifting grâce à mon expérience. Pour que vous, passionnés de force, puissiez apprendre et vous forger un esprit critique sur le powerlifting et ses secrets. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du Poulga Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Minimat, a.k.a. Mathis Converse en personne. Merci. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des Q et de leur utilité, de leur place un petit peu dans la force, des différences qu'il a pu connaître entre ces différents coachings, comment ça l'impacte aujourd'hui en tant qu'athlète, en tant que coach. Et voilà, c'est parti. Donc, merci d'être là à nouveau. C'est quoi un petit peu tes news? Comment tu vas là? Bah écoute, tout va bien, tout se déroule bien là, en cette période. J'ai fait dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait les championnats du monde de développé couché. C'était il y a un mois, c'était en mai, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Euh, Qui se sont plutôt bien déroulés. Ça reste des championnats du monde, ça reste très compliqué. Je finis sixième, pas avec la meilleure performance, la performance que j'aurais souhaité. Ouais. Euh, donc avec 185 kilos, mais toujours du plaisir à faire des compétitions internationales. C'est toujours Carrément. franchement un gros kiff, surtout quand on voit le niveau qu'il y a. Ouais. Donc trop bien. C'était ma dernière en 74 en plus. Là, ça y est, je vais pouvoir manger. Enfin, je suis même en train de manger Chez les à encore Bâle plus pour aller gros. rejoindre exactement la KT du dessus. Bon, j'avais quand même bien farmé entre guillemets la KT 74, 77, 78, presque 79 kilos avant les francs CFA de l'année dernière. Je me suis Ouais. dit bon, à un moment va falloir passer au-dessus et ça y est, je passe le cap. Donc Ouais. maintenant, il faut aller chercher ces derniers kilos qui restent tout simplement. Trop bien. Et les 78, 60, enfin, on va dire 77, 79 pour prendre une grosse fourchette, c'était Ouais. ce que tu atteignais genre un peu naturellement et à chaque fois tu devais faire l'effort de redescendre, ou est-ce que c'était volontaire globalement d'être aussi haut? Non, ça s'est fait naturellement. Alors, Mhm. moi, j'ai commencé le powerlifting, c'était 2021, juste après toute la période Covid, etc. Je Ouais. faisais 72 kilos, je crois, si je dis pas de bêtises. D'année en année, tu grappilles des kilos. Et je me suis retrouvé, ouais, l'année dernière à 78. Alors, Mhm. ouais, naturellement, en fait, juste en mangeant à ma faim, les kilos se sont pris tout seuls. Alors après, Ouais. j'ai eu la chance de faire enfin, j'ai fait plein de compétitions dans mon parcours, donc à chaque fois j'arrivais à redescendre correctement. J'ai pris quand même cette habitude à redescendre en poids assez facilement. Mhm. Mais il y a un moment où, bon, 78, 79, tu sens forcément que ça impacte pas mal les perfs. Ouais, bah ouais. Donc je me suis dit, bon, tant que ça continue de grimper, je vais tout simplement passer dans la catégorie du dessus. Alors après, attention, remplir 83, 84 kilos, je pense que c'est pas non plus une étape facile, hein. Euh, Franchement, ouais, dans les deux cas, descendre ou monter, c'est toujours quand même des étapes où faut prendre le temps, faut pas le faire trop vite forcément. Mhm. Moi en plus qui aime pas du tout calculer ce que je mange, etc. Franchement, là pour le coup, je suis un gros flemmard dessus. Il On faut est que je m'y ensemble, mette quoi, t'inquiète. sinon c'est compliqué. Ouais, Ouais. franchement, on est tous un peu pareils, mais Mhm. en tout cas, si on veut faire les choses les plus proprement possible, c'est sûr que c'est mieux. Là, je suis à 79,5, 80,00, je crois, ce matin. Ça y est, je viens de passer le cap des 80. Ok. Euh, donc, en vrai, pas beaucoup plus lourd que je suis par rapport à d'habitude, si j'étais déjà presque à 79. Ouais. Mais tout doucement, petit bout de chemin. Toi, Ça tu te vient maintiens à combien? tranquillement. Bah justement, c'est pour ça que je te posais la question, c'est que genre moi j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu un peu on va dire les débuts dans la catégorie et jusqu'à ce que je gagne les France en 2024. J'étais sur en gros du 75,5 en période compétition. Donc allez, je montais à 76, 76,5 maximum les jours où je mangeais beaucoup, peu importe. Euh, Ça allait très bien pour moi. J'ai fait les Europes pareil dans cette tranche-là. Puis au final, j'ai continué les compétitions un peu dans cette tranche-là et on me faisait souvent la réflexion, ah mais tu voudrais pas être plus lourd, peut-être tu serais plus fort, machin truc. Ils ont fini par rentrer un petit peu dans ma tête avec ça.
Et du coup, là, plus récemment, bah, je suis monté plus dans les 77, 78. L'avantage, c'est que moi, j'ai aucun Ok. mal vraiment à manger et à monter. Alors là, ça me pose à littéralement aucun souci. Mais au final, j'avais l'impression que j'étais pas spécialement beaucoup plus fort, tu vois, en étant à 77, 78. Et Ok. récemment, j'ai repris le truc de me dire, bah, franchement, je vois pas la plus-value. Au final, quand je suis plus léger, limite, je me sens mieux. Je peux serrer un Mhm. cran de plus dans ma ceinture sur le terre et sur le squat. Donc au final, je me sens plus stable, je me sens mieux dans ce que je fais. Et c'est pas du tout un effort pour moi d'être à 75,5. C'est pour ça que je te demandais la question si c'était un effort. Parce que Mhm. pour le coup, je me rappelle en 66, moi, comme toi, un peu, j'ai commencé le power plus léger. Moi, j'ai commencé genre vers peut-être 63, 64. Je suis vite Ok. monté en 66 à genre à 69 directement d'un coup en étant bien gras comme un cochon. Et au fil des années en 66, bah j'ai rempli. À la fin, j'étais genre à 71, 72 en étant relativement sec. Et du coup, bah c'était une tannée de redescendre, etc. Je sentais bien que ça me limitait. Et pour le coup, ça a été la meilleure décision de monter en 74. Euh, on estime que ça pourra faire la même chose pour toi, hein, quand t'es limité. De toute façon, je trouve que c'est le meilleur moyen, enfin, c'est le meilleur moment pour monter de KT, tu vois. Des fois, je trouve qu'il y a des Mhm. athlètes, peut-être, ils veulent monter de KT un peu trop tôt. Ils sont genre 1 kilo au-dessus de leur KT, ils se disent, vas-y, je vais optimiser mon potentiel long terme et je monte. Moi, je suis en mode, toujours dans ce sujet-là, d'accord, mais est-ce que vraiment le surplus calorique que tu vas te mettre pour te monter, est-ce qu'il va être réellement utile? Si t'es que à 1 kilo, je pense que t'as le temps de Ouais, c'est rester, ça. de construire du muscle en étant plus ou moins à l'équilibre au niveau des calories ou en ayant un léger surplus et ce sera très bien comme ça, quoi. Pour moi, le switch, il est bien à faire quand t'es vraiment trop lourd pour ta KT, quoi. Et que, du coup, t'es assez rapproché de l'autre. Ouais, non, totalement. Moi, je suis d'accord, si t'as qu'un kilo de rab, entre guillemets. Alors après, tout Hmm, dépend de l'enjeu, etc. que tu as. Moi, tout dépend de l'athlète avec qui tu es, mais hmm, si t'as qu'un kilo, tout est possible de maintenir dans une catégorie. Après, pour le coup, moi, à l'inverse, t'as aussi des athlètes qui viennent me voir et qui me disent, OK, j'ai hmm. 1,5 kg, 2 kilos de plus. Tu sais, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. OK, il faut à tout prix que je les perde pour que j'aille dans la KT 74, etc. Alors que le mec a sa première année de powerlifting et ça va être sa première compétition. Donc, à l'inverse, Hmm. pour le coup, si t'as rien à jouer, t'as pas de minima, je suis aussi du style à te dire, ok mec, on y va tranquille, on s'inscrit dans la caté du dessus, on voit comment ça se passe et on avance tout doucement comme ça. On va pas se prendre la tête à se maintenir dans une catégorie sur ta première compète. Ouais, carrément. Moi, franchement, honnêtement, ça dépend. C'est pas toujours le cas. Genre, je peux avoir des athlètes relativement débutants ou quoi que ce soit. Ils sont un peu au-dessus de leur KT et je leur dis, bah, vas-y, c'est ok d'aller dans la KT du dessous. Pour moi, la ligne rouge, c'est quand tu dois faire gaffe à ce que tu bouffes pour rester dans la KT. Il y a un côté où c'est positif, en fait, je trouve, de rester proche de la KT parce que ça fait que des fois, les athlètes, du coup, ils s'intéressent un peu à la nutrition. Et du coup, ils vont mieux Aussi, ouais. s'investir dans leur côté récupération, nutrition pour fitter avec leur KT. Alors que si tu leur dis vas-y open bar, bah du coup, ils vont pas du tout s'intéresser à ça. Ils vont bouffer n'importe quoi, ils vont faire n'importe comment au niveau de l'hygiène de vie, ils vont se sentir complètement libres. Et du coup, des fois, ça met un peu un cadre de se dire vas-y, t'es assez proche, donc fais pas le con, monte pas trop, tu vois. Et de toute façon, généralement, quand ils sont débutants, ça se fait assez naturellement, sachant que bah, ils vont devenir rapidement plus forts, donc ils vont avoir rapidement plus de muscles, et donc ils vont devenir rapidement plus lourds. Et donc, bah, généralement, le choix de KT se fait assez naturellement, je trouve, comme ça, quoi. Mais des fois, je trouve ça, enfin, c'est pas un discours qu'on entend souvent, mais des fois, je trouve ça intéressant de pas encourager tout de suite le monte, 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 parce que, bah, Mhm. justement, comme j'ai dit, ça peut discipliner un peu l'athlète s'il l'est pas déjà sur le côté un peu nutrition, etc., quoi. Mais c'est clair qu'après, il faut laisser la tendance naturelle à prendre du muscle, prendre le pas, quoi, tout simplement. Faut pas Exactement. chercher à Ouais, non. ultra optimiser la KT. Je trouve, en tout cas, je trouve. Totalement d'accord avec ce que tu me dis. Ouais. Mhm. Clac. Eh ben écoute, il y avait un sujet sur lequel je me frottais les mains de t'interroger un petit peu. Parce que moi, c'est un truc, mais j'utilise quasiment pas, ou très très peu, c'est les Q. Les fameuses Ok. Q techniques, les clés techniques en powerlifting. Donc là, je vais te poser volontairement une question bien large pour t'embrouiller le cerveau.
Quelle est la place des Q en force athlétique selon toi? Ok. Donc toi, tu m'as dit que tu n'utilisais pas du tout de Q, c'est quelque chose que Ouais, t'en fais que très franchement, peu. quasiment jamais, quoi. Mais du coup, Ok. j'ai mon opinion là-dessus, mais je te laisse développer en premier pour me dire pour voir ce que tu vas dire. Et moi, derrière, j'implémenterai un peu ma vision du truc. Ok. Alors pour les Q, pour le coup, les Q, moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément et ça se voit, c'est ce qu'on peut retrouver énormément sur mon compte Instagram. Hmm, Euh, alors pour le coup, justement, ce que tu vas retrouver sur mon compte Instagram, c'est quelque chose de très global et où je vais essayer en fait d'élargir pour le grand de donner une public. information voilà, qui va permettre à un maximum de personnes de progresser. Mais Hmm, évidemment, comme tout, je vais dire un truc et peut-être que sur certaines personnes, ça va pas fonctionner. ouais, bien sûr. Chose que du coup, je répète très souvent aussi, pas forcément sur mon compte, mais plus à mes athlètes, où du coup, je viens donner très souvent des consignes. Hmm, Mais en fait, c'est important de savoir que chaque consigne que je vais donner, elle va être individualisée à une personne. Et exemple tout bête, il y a des personnes, je prends un exemple vraiment très simple, si on parle de bench par exemple, il y a hmm, un athlète A où je vais lui dire, toi la Q que tu dois te dire, c'est au niveau de tes coudes, il faut que tu cherches à les rentrer à tout prix sur la descente. J'en sais rien, je prends ouais. un exemple bateau. Et un athlète B, pour le coup, ça va être l'opposé, je voulais dire, toi, quand tu descends, tu dois te dire tes coudes, il faut que tu cherches à les ouvrir au maximum. Donc tu te dis, en Hmm, fait, tu dis n'importe quoi, il y en a un que tu lui dis c'est tel truc et l'autre tu lui dis l'inverse. Pour ouais. le coup, ça dépend du coup vraiment de chacun et de leur technique. Mais pour revenir au Q, moi je trouve ça hyper intéressant puisque techniquement ça t'apporte énormément. Alors bien Ouais. sûr, après la Q, il faut qu'elle soit hyper simpliste, je dirais, ou en tout cas pour que l'athlète il arrive à comprendre ce principe de Q, faut que ça lui parle, et du coup, c'est là que ça devient compliqué parce que je peux te donner une Q qui en fait va t'embrouiller et qui va te faire faire n'importe quoi. Donc le Hmm, choix des Q, il va être hyper important, hyper intéressant. Et c'est là où du coup, on atteint un petit peu la limite où tu peux vite t'embrouiller. Mais les ouais. Q, moi, c'est des choses que j'utilise à titre perso en tant qu'athlète Hmm, énormément. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui va varier. En fait, moi, pendant des années, sur tel ou tel mouvement, je me disais, je pensais à tel ou tel truc dans ma tête, et je me ouais. disais, il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça. Et aujourd'hui, je pense à plein d'autres trucs. Alors, c'est un Ouais. truc aussi, moi, je notais pas mal les cues, soit que mes coachs me disaient, soit que moi, je me donnais un petit peu dans la tête. Ouais. Il y a un truc aussi de, t'as une cue, tu banalises un petit peu cet aspect technique-là, tu viens un peu ouais, le banaliser et même parfois l'oublier, tu vois. Du coup, des fois, Hmm, je suis là, je retourne dans mon petit carnet de notes Q, je retombe sur ce truc. Ah ouais, mais ok, c'est vrai que je pensais à faire ça avant ouais, ouais. et De ça me ouf. redébloque un peu des trucs. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ah bah 100%. Franchement, moi c'est legit tous les mois. En plus, moi je suis un athlète où je suis hyper euh, pas volatile, mais je change beaucoup, on va dire, des petits détails techniques. Et je suis très changeant là-dessus, trop changeant. J'essaye de me cadrer un petit peu, mais je suis un mec, je change beaucoup, plein de petits détails tout le temps. Malgré moi, parce que c'est pas forcément très positif. Mais du coup, ça m'arrive tout le temps de me dire, purée, là, je me sens pas bien sur ce mouvement, mais qu'est-ce que je faisais avant qui faisait que je me sens bien? Exactement. Qu'est-ce que je Exactement. faisais? Mais c'est marrant et moi, j'utilise pas trop les cues parce que je pense que c'est pas ma façon d'imaginer le power. Et je pense que c'est peut-être la différence entre toi et moi. On a la même finalité, mais pas la même façon de visualiser. Parce que moi, par exemple, ce que je pense personnellement, ce que je m'applique sur moi-même en tant qu'athlète, ou ce que je transmets beaucoup à mes athlètes, c'est genre je vais expliquer les fondamentaux techniques du mouvement. Genre là, tu te sens comme ça, parce que ci, parce que ça. Tes coudes ils cherchent à s'ouvrir parce que si, tes coudes ils cherchent à se fermer parce que ça. Et je vais avoir beaucoup plus tendance à essayer genre de faire un cours
à mon athlète pour vraiment lui expliquer biomécaniquement tout ce qui se passe, pour que lui Ok. comprenne de lui-même et se fasse ses propres images mentales de ce qu'il faut qu'il fasse. Et je pense que je suis beaucoup comme ça aussi, genre je marche beaucoup à la proprioception, je pense que j'ai une assez bonne proprioception, et du coup je me fais pas beaucoup de Q parce que c'est pas le chemin le plus facile en fait pour moi tout simplement. Genre c'est pas le plus facile de me dire, imagine-toi, je sais pas, genre la barre aimantée à ton torse par exemple, je me dis ah non bah juste je sais pas, je ponte, tu vois. Je me dis pas, tu sais, je me visualise pas un truc différent. C'est ça qui est vachement intéressant parce que je pense que bah, c'est un truc qui peut me manquer, moi, en tant que coach avec mes athlètes. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être plus comme toi et qui ont besoin de plus d'imager. Et c'est vachement intéressant. C'est un outil vachement intéressant, comme tu disais. Ouais, non, mais je suis d'accord aussi avec ce que tu dis. Et en vrai, après, pour le coup, comme tout, hein, comme tout ce qu'on a dit déjà avant, ça va dépendre aussi de plein d'athlètes. Et Mm, je pense qu'il y a plein d'athlètes avec qui, du coup, je me dis, OK, j'explique la situation. Pour revenir sur les coudes, au bench, par exemple, qu'est-ce qui va pas. Je lui explique mm, biomécaniquement qu'il faut qu'il ait les coudes qui soient alignés avec ses poignets, sinon forcément, en termes de stabilité et de production de force, il va se passer quelque chose de mauvais. Ça, ouais. il y a des athlètes qui vont très bien le comprendre, et il y a des athlètes qui vont, même sur des choses entre guillemets simples, qui vont parler, qui vont penser que je parle chinois tout simplement. Mm, Et toujours dans cet aspect de regrouper un maximum de monde sur mon compte Instagram, ouais. dire que il faut que ta cage elle monte au plafond plutôt que dire qu'il faut que tu crées un pontage pour tel ou tel truc. Ouais, complètement. Forcément, je vais toucher un maximum de monde. Après, bien sûr, avec mes athlètes, ça reste encore un petit peu différent. Et là, pour le coup, je suis bien plus équilibré entre donner des cues et aussi donner des aspects un petit peu plus techniques. Mais Ouais. évidemment, ça dépend du profil, de la capacité de l'athlète à comprendre ce que je lui demande, etc., etc., quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et puis je pense que bah, tout simplement, tu peux voir le résultat aussi. Tout simplement, si tu donnes une cue à ton athlète et que d'un coup il se dit waouh, banger, et il te sort des folies à l'entraînement, bénéf de ouf. Bénéf de ouf. Et Exactement. tu vois que ça marche. Et si jamais tu lui donnes des cues et que tu vois que bon, il exécute pas forcément comme tu veux, il y a ça, le rendu technique est pas forcément exactement comme tu le veux, évidemment, tu vas pas t'entêter sur le même, sur le même chemin, ça paraît évident. Moi, ce que j'ai toujours peur, en fait, avec les cues, c'est bah, encore une fois, je me répète, mais c'est que l'athlète du coup ne comprenne pas tant ce qu'il y a derrière la cue, genre l'idée qu'il y a derrière, ce que ça doit apporter à son mouvement, euh, et que même si je lui explique, genre tu sais, il reste un peu bloqué sur je sais pas si tu lui dis pour le leg drive par exemple, imagine que tu es sur une chaise à roulettes et que tu veux t'expulser de la chaise à roulettes, tu vois. J'ai peur du coup qu'il se concentre que sur ça dans son mouvement qui se concentre que sur son leg drive et que du coup ça le bloque sur le reste. Et moi, enfin, après c'est pas toujours, enfin ça dépend un peu des athlètes que tu accompagnes aussi, mais euh, je me dis des fois je préfère qu'ils comprennent l'ensemble global de ce que je veux qu'il ait plutôt que de se concentrer sur une brique et d'assembler les briques au fur et à mesure parce que tu peux te dire ça, je lui donne une cue, je sais que globalement il comprend pas exactement tout le mouvement, mais déjà il travaille ça, il implémente ça dans sa tête, clac, et ensuite je passerai à autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, etc. Moi je fais ça, mais je sais pas plus plus diffus, de manière plus diffuse, tu vois. Du coup je voulais te poser la question, toi est-ce que tu fonctionnes vraiment avec ce système de briques et tu t'implémentes brique par brique à tes athlètes ce qu'il faut faire ou tu peux leur donner plusieurs trucs en même temps? Pour le coup, moi, je me suis retrouvé totalement dans ce que tu as dit, donc le principe de brique par brique. Ça, c'est Mm, quelque chose qui, je pense, me parle totalement. C'est ce que j'essaye de faire avec mes athlètes. Euh, bon, évidemment, il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser quand tu fais un mouvement de force athlétique. Et j'essaye toujours d'être le plus simpliste. Du coup, bah, ça revient au fait de donner des cues. C'est plus simpliste de donner une cue que d'expliquer un mouvement. Et étape par étape, tu vois, je viens essayer d'imbriquer des trucs, de créer cette première cue sur le leg drive. Comme ça, par exemple, il va essayer d'automatiser au maximum le truc. mm, Une fois que c'est plutôt maîtrisé, on va essayer, enfin, je vais l'amener sur un autre point.
maintenant que c'est plutôt automatisé au niveau du leg drive, et ainsi de suite. Je Ok. trouve personnellement que sur le coaching, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et l'athlète, enfin, pour avoir un petit peu testé un peu d'autres trucs, je trouve que ça permet à l'athlète d'y aller beaucoup plus progressivement et qu'il intègre en fait plus facilement au final ce que je veux lui demander. Hmm. Ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que globalement, euh, généralement quand je démarre un suivi ou je refais des macros-cycles, enfin bref, je prends un appel avec l'athlète, on analyse son mouvement. Globalement, ça permet de dire, bah, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, tes tendances, c'est plutôt ça, et ça fait un peu une roadmap de où est-ce qu'il en est actuellement et de où est-ce qu'on se dirige. Et autour de ça, je dis, bah, tu vois, là, je pense le levier le plus important que tu as sur le mouvement, c'est-à-dire l'action que tu peux faire ou que tu peux, le problème que tu peux résoudre qui aura le plus d'impact sur ton mouvement, actuellement, c'est ça. Donc on va travailler autour de ça. Donc je lui explique beaucoup exactement le pourquoi du comment, les trucs sur lesquels il doit se concentrer, et basta, tu vois. Mais je rentre très rarement dans le truc en mode imagine que si, imagine que ça, tu vois. C'est vraiment la différence. On a la même, comme je disais, c'est assez logique et je pense que d'une manière générale d'ailleurs dans le coaching c'est comme ça. Même sur les aspects programmation, etc. On a très souvent la même finalité, mais on n'utilise pas forcément tous les mêmes chemins et c'est souvent bah, tout simplement notre expérience personnelle qui est ce qui marche pour nous, qui va définir derrière comment on va le communiquer aux autres et à nos athlètes, quoi. Non, non, je Je suis pense. d'accord. Bah, au final, oui, on finit au même point, entre guillemets, à l'arrivée, juste le chemin est Hmm. différent. Ouais, mais c'est super intéressant. Euh, J'avais noté un truc, j'ai dit, est-ce que le truc qui est bien souvent avec les cues, je trouve, c'est que j'ai l'impression que ça rend l'entraînement genre plus ludique. Est-ce que c'est quelque chose toi que tu ressens pour toi et pour tes athlètes? Genre ça donne vraiment un but concret à la séance et ça rend le truc fun un peu, j'ai l'impression. Totalement d'accord, ouais. En fait, le but des cues, c'est quoi? C'est que, en fait, ça te parle plus. Je te donne une information qui va te parler plus et Hmm, qui va te permettre de faire la chose technique que je te demande plus facilement. En fait, c'est de l'éducation, entre guillemets, j'ai pas le bon terme, mais en gros, ça te hmm. permet tout simplement d'arriver à un point final qui est bien plus simple. Et ouais, l'aspect ludique, il est intéressant. C'est vrai que je suis d'accord avec ça. Ouais, je pense que ça implique plus du coup les athlètes dans l'entraînement potentiellement. Hmm. Ouais, possible. Ouais, Hmm, carrément. Bah, en fait, c'est, ouais, tout simplement, si l'athlète il arrive à l'entraînement, il réécoute mon vocal que je lui ai dit dans son dernier retour, et bah, il a rien compris, il va même pas forcément avoir envie de se remettre dans sa séance, tu vois, hmm. et d'essayer de faire ce que je lui ai demandé. Donc ouais, pour moi, le point principal, en fait, ça va être de m'assurer que ce que j'ai demandé à l'athlète, il l'a bien compris. Parce que ça, c'est quand Hmm, même un truc hyper important, c'est que t'as beau dire, enfin, t'as beau donner toutes les informations à un athlète, plein de choses à mettre en place pour la prochaine fois, bah si en fait il a compris une chose sur deux, ça va être beaucoup plus ouais. compliqué pour toi comme pour lui d'avancer. Donc en vrai, ça c'est l'un des trucs, et je trouve au final pas forcément les plus durs, mais auxquels il faut vraiment s'y attacher et s'en assurer, c'est que l'athlète ait bien compris ce que tu lui as demandé. Parce qu'on reste quand même pour nous qui travaillons là-dedans sur des choses qui peuvent paraître simples, mais au final pas tant que ça quand tu commences ou même que Hmm. tu t'y intéresses un petit peu plus, quoi. Ouais, 100%. 100%, 100%. Et ça, on en parlait dans le podcast précédent avec Iban, c'est pitié les athlètes. Si vous êtes chaud et que vous voulez absolument progresser, soyez aussi proactif dans votre truc. N'attendez pas absolument tout de votre coach. Parce qu'en fait, nous, on a tellement d'infos en tête, on a tellement d'expérience que c'est littéralement impossible de le mettre sur papier dans les retours et de transmettre tout. Et donc en fait, tout simplement, si l'athlète il s'intéresse à des sujets, qu'il écoute du contenu, des podcasts, peu importe, il va se rendre compte de plein de choses. Et derrière, ça permet d'en discuter avec le coach et ça ouvre des portes de ouf. Moi, j'adore quand un athlète me dit, tiens Yann, j'ai vu ça ou ça sur telle vidéo, qu'est-ce que t'en penses?
À chaque fois, ça fait vraiment des vocaux super intéressants. Donc soyez C'est- proactifs si vous voulez progresser. Mais ouais, De toute dans façon, la on y fi- voit tout de suite la différence, hein, entre un Ouais, athlète qui s'investit ou en tout cas qui va essayer de chercher un maximum d'informations ou déjà des solutions par rapport à sa problématique, bah, ça fait déjà la différence. En fait, il résout déjà peut-être 50% du problème et après, bah, mm, il va tout de suite comprendre ce que tu lui demandes. 100%. Ça met le process mental en place. Moi, je pense que c'est ça Mm. qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je fais les choses comme je les ai dit. J'ai vraiment horreur, genre, c'est pas tu sais, de perdre mon temps avec un athlète en mode à lui demander de faire quelque chose sans qu'il comprenne la finalité et du coup, tu sais, qu'il arrive pas et qu'en boucle, il se mette sur le mur. Il essaye, ah là, coach, c'est bien là? C'est bien ce que je fais? Je dis, putain, je préfère, tu vois, t'expliquer directement le pourquoi du comment. Et derrière, ça permet à l'athlète de se faire de faire son chemin mental et derrière, ça match beaucoup plus vite, quoi. Les résultats viennent beaucoup plus vite. Donc super important. Donc ouais, pour finaliser un petit peu sur les Q, moi j'avais noté surtout que je pense le plus gros aspect positif des Q, c'est que ça sert un petit peu j'ai marqué de béquille mentale. Alors, je sais pas si ça va parler aux gens de béquille mentale, mais euh, ça permet d'avoir un truc simple sur lequel se concentrer à l'entraînement. Et C'est exactement tout ça. simplement, ça rend l'entraînement productif parce que bah, littéralement, tu t'entraînes à faire quelque chose. Mhm. Tandis que des fois, bah, à force de répétition, comme on fait tout le temps la même chose, bah, ça peut être un peu abstrait et on peut avoir du mal à se projeter sur quoi faire. Et après, l'aspect un peu plus négatif que j'ai noté, c'est là où je pense qu'il faut faire attention et tu me donneras ton avis, c'est sur le fait de pas non plus s'enfermer sur uniquement des cues. Genre, à un moment, juste aussi peut-être ressens ce qui se passe dans ton corps. Essaye pas de absolument appliquer la cue de manière bête et méchante. Si on te dit que le leg drive c'est efficace parce qu'il faut pousser pour générer de la stabilité, etc., et que toi tu penses qu'à tes jambes, à un moment, mon gars, faut bencher, genre, arrête de te prendre la tête sur tes jambes, genre, bench, juste essaye globalement de te sentir bien. Ça, je pense que ça peut être un piège. Comme c'est un super outil, que ça gamifie un petit peu le truc, que ça le rend ludique. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont absolument à la recherche de Q. Ils veulent tout le temps appliquer une nouvelle Q. Et des fois, moi, je trouve ça positif de juste, gros, focus-toi sur sur le global de ce que tu fais, sens-toi bien et basta, tu vois. Et t'as pas forcément besoin de toujours avoir une Q supplémentaire pour aller plus loin, quoi. Je suis d'accord. Pour D'accord également. moi, j'aurais dit que c'est un outil. En fait, ça permet de rendre quelque chose d'abstrait, de plutôt complexe, en quelque chose de simple, comme tu l'as dit, hein. Ouais, Euh, carrément. mais après, faut pas tomber non plus dans ce truc de je veux que des cues et je comprends même plus ce que je fais au point de juste me Hmm, tenir à mes cues et je sais même pas à quoi ça sert, quoi. On est d'accord que là, c'est un ouais, non. extrême. Des fois, il y en a, ils me rendent fou, les athlètes. Tu sais, ils bloquent sur un point précis. Je dis, mais arrête de te prendre la tête avec ça. Genre, récemment, là, aujourd'hui, j'ai eu un retour comme ça. Genre, l'ancrage de hanche au terre. Le mec, globalement, son meilleur terre, je crois que ça doit être aux alentours de 2,80 et tout. C'est un athlète qu'on entraîne assez léger parce qu'il a des problématiques de douleur, etc. Il me dit, regarde, ces deux séances-là, j'ai fait un terre à 190, mais j'étais pas très content de mon ancrage. Et là, j'ai fait un RDL à 130 et je me sentais super bien. Je dis, ouais, mais poto, en fait, t'as juste 130, donc c'est normal que tu te sentes bien. Genre, arrête de focus le truc et tire. Parce que là, actuellement, c'est ce que t'as besoin. T'as pas besoin de réfléchir bilan. Voilà. Ouais. Les Ça me petits fait athlètes qui penser, bloquent. juste pour revenir, ça me fait penser au gars qui va faire son top 7 au deadlift, qui va, bah, même exemple, ne pas se sentir bien au niveau de son ancrage des hanches. Hmm, Fin de séance, ok, je vais mettre 70, je vais essayer de penser à faire ci ou ça. Il va me faire 10 séries à 70 en me disant, mais là, regarde, j'ai essayé de ouais. faire un petit peu plus ça ou ça, et t'as vu, je suis beaucoup mieux, hein. Là, si je remettrais le top 7, je serais passé beaucoup mieux. Alors qu'il y a 70 et son top 7, il l'a fait à je ne sais quelle charge. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus dur à savoir si ce qu'il a fait est bon ou non. Et en Ouais. général, en plus, c'est souvent pas mauvais, mais en tout cas, trop dur à analyser, quoi.
Moi, j'aurais dit que souvent c'est mauvais. Je serais Souvent, allé c'est mauvais, je suis cache d'accord. pistache. Souvent, c'est n'importe quoi, mon pote, parce que bah, simplement, t'as moins de charge sur toi, donc t'es moins comprimé, donc t'as beaucoup plus de mobilité. Des fois, tu vas pouvoir placer ton bassin avec 5 degrés de différence et te sentir très bien, alors que bah, si à lourd et que ces 5 degrés-là, ils t'étirent les extenseurs de hanche, tu vas te faire scotcher au sol. Donc, non, pitié, ne travaillez pas votre technique à 70, à part peut-être si vous êtes sur vos tout premiers mois de pratique, ça peut être pertinent un petit peu, mais voilà. D'ailleurs, une dernière question, je dis qu'on finissait, mais j'ai toujours des questions qui me viennent. Est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre la quantité de Q ou en tout cas l'intensité à laquelle tu te focuses sur des Q en fonction de ton niveau, genre? Par exemple, si tu es très débutant, je trouve que c'est ultra pertinent les Q parce que bah comme tu l'as dit, ça simplifie le truc et comme la personne forcément elle va pas pouvoir avoir une compréhension très complexe de la chose, ça peut beaucoup lui faciliter le travail et au contraire, bah quelqu'un qui est très très entraîné, bah on pourrait s'imaginer que finalement normalement il a compris ce que c'était le powerlifting, il maîtrise ses mouvements et du coup bah potentiellement il a besoin de moins de Q. C'est quoi ton avis toi là-dessus? Parce que comme toi tu es un athlète expérimenté et que tu dis que tu utilises plein de Q, c'est intéressant d'avoir cet avis là. Bah, plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Ça se retrouve du coup beaucoup plus chez les débutants que chez les confirmés d'avoir des Q, pour les raisons qu'on a dit. Un Hmm, athlète débutant, il va moins s'y connaître par rapport à ce qu'on lui demande, ça va lui paraître beaucoup plus complexe, donc les Q vont être hyper utiles. Plus tu avances dans le truc, plus tu... Alors, tu utilises toujours des Q, moi j'en utilise toujours aujourd'hui. mhm, Mais après, c'est des Q, déjà il va y en avoir moins, et aussi que tu vas beaucoup plus comprendre le pourquoi du comment. En fait, moi maintenant, une Q, je l'utilise non pas pour me simplifier la vie, pour me simplifier tel ou tel terme technique, hmm, mais plutôt juste pour m'aider à le réaliser. Et du coup, je pense que c'est juste un petit peu différent, mais dans la globalité, forcément, un athlète très expérimenté, je pense que niveau Q, il en aura hmm. forcément moins besoin. Mais dire que c'est inexistant, non, je pense pas. Je pense que tout le monde reste avec ses petites Q perso, même Ouais, à très haut niveau. ouais, carrément. Et peut-être à plus haut niveau, c'est peut-être juste un ancrage mental, Mhm. des choses sur lesquelles se concentrer. Comme je sais qu'il y avait Rico qui en avait parlé à l'époque. Lui, pendant son squat, genre, il se répète sur la descente, il dit aller, et sur la montée, il se dit retour. Et du coup, dans sa tête, il se répète aller, retour, aller, retour. Et ça lui permet de pas trop partir en cacahuète dans ses pensées, etc. Et à ce moment-là, les Q, ça peut être intéressant aussi bah, pour juste avoir un truc auquel penser, pas penser à n'importe quoi, etc. Mhm. Moi, je pense que globalement, en tant qu'athlète, sur mes mouvements, je me concentre énormément sur le ressenti global de mon corps. Et du coup, je me donne pas une direction d'un truc à faire. Genre, je saurais pas super bien l'expliquer. Je me base juste, surtout par rapport à ma proprioception. Et j'arrive à être juste, c'est très concentré sur les ressentis de mon corps. Et du coup, je me dis pas spécialement, vas-y, envoie le bassin, fléchis les genoux ou tiens-toi comme ci, comme ça. Et je sais pas, ça se fait assez naturellement dans ma tête. Et j'ai pas besoin, tu sais, d'avoir un focus précis. Je me concentre plus bah, sur mes ressentis, quoi. Je pense que c'est Ok. pour ça que naturellement, j'ai moins tendance à aller vers les Q. C'est moins naturel pour moi. Bon, c'est un outil évidemment que je peux utiliser, mais j'ai besoin tu sais, d'avoir du temps pour. Bon, allez, comment je peux construire une petite Q qui pourrait être bien pour lui, tu vois c'est pas le plus naturel pour moi, on va dire. Ok. C'est cool. Bon, il y a un deuxième petit sujet que je voulais aborder avec toi. Quand on s'est connus la première fois, c'était sur des championnats de France, je sais plus lesquels d'ailleurs. Bonne question. Je Je ne sais sais. plus. Bah, c'était mes derniers France C'était pas juniors. Villepinte, Donc c'est. Non, c'était à Nancy. c'est Nancy. C'était Nancy. Ok. Après quelle année c'était? Ça devait être 2023 ou 2022, je sais plus. 2023. Non, 22, Hmm. c'était. Comment ça s'appelle? Le 78 là. Saint-Germain-en-Laye, voilà. 2022, c'était Ok, Saint-Germain-en-Laye. donc j'étais pas 2023, là. c'était Nancy. Et 2024, Mhm. c'était Villepinte. Je crois que c'était ça. C'était en 2000, toi? Oui. 2000, ouais, c'est pour ça. Ok. Et c'est pour ça, moi, je suis 2001, donc j'ai fait Villepinte aussi en junior. Mhm.
Ok. Ok. Donc à ce moment-là, quand on s'était connus, tu étais coaché par Monsieur Corentin Clément de chez SBD Forever Coaching. Et derrière, tu as eu l'honneur d'être coaché par Monsieur Alexis C'est de ça. chez OPT. J'ai bugué parce que j'ai pas son nom de famille en tête. De Alexis? Ouais. Alexis Bachelez, Oui, c'est quelque chose comme vrai. ça. C'est ça, c'est ça. Alexis On Bachelez. a trop l'habitude d'appeler Alexis OPT. Moi, je l'appelle Alexis OPT, hein. De toute Le façon, dans tous fameux les retours, Alexis je dis OPT. bonjour Alexis OPT. Ah, tu vois. Et je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'athlète, d'avoir connu comme ça deux coachs expérimentés qui sont différents, qui ont potentiellement une vision, une application des choses différentes. Est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'athlète? Est-ce qu'il y a des trucs notables auxquels tu penses quand je te pose cette question? Ouais, carrément. Bah alors, pour le coup, entre Corentin et Alexis, bon, c'est deux très bons coachs, mais ils ont une approche du coaching qui est vraiment différente pour le coup. Je pense que là, Ouais, je vous apprends rien. Euh, alors, quand j'ai commencé avec Corentin, du coup, c'était un an avant, c'est France Junior, donc ça devait être en 2022. ouais, Euh, J'étais plutôt débutant à l'époque et Corentin, il a réussi à me faire énormément progresser. ouais, Donc, je suis resté 2 ans avec lui. L'approche de Corentin, je la trouvais vraiment intéressante euh, sur le fait que, euh, bon, déjà, c'est un athlète qui s'y connaît extrêmement bien dans ce sport et je pense qu'en termes techniques, ce qu'il m'a apporté est juste hyper intéressant. Tu vois qu'il est mm, hyper investi dans ce qu'il te donne comme cue justement et comme terme technique et pour le coup ça c'était vraiment intéressant ouais, et son approche de programmation qui est aussi très spécifique encore mm, aujourd'hui je pense ouais, où tu viens essayer de pousser au maximum la performance sur quelque chose de très spécifique qui pour le coup chez Alexis est totalement différent. Alors ouais. pourquoi déjà je suis passé de l'un à l'autre tout simplement pour avoir une vue en fait bien plus globale, que ce soit sur le coaching, que ce soit sur la performance en elle-même. Mhm. Et c'est vrai que ça a été hyper intéressant, hyper bénéfique, parce que du coup, dans le coaching aujourd'hui, ça me permet moi d'avoir aussi un aspect bien plus global dans ce que je propose. Mm. Euh, Au niveau de d'Alexis, pour le coup, c'est vraiment entre guillemets les deux opposés, hein. Alors c'est marrant, hein, mais pour le coup, Alexis, lui, il va moins chercher la spécificité et bien plus chercher un aspect global, euh, L'athlétisation. physique, j'ai envie de dire. Et en gros, il va essayer de te faire performer sur ce qui est demandé, c'est-à-dire le squat, le bench et le deadlift. Mais si je mets les deux programmations à côté, chez Alexis, je vais faire des trucs totalement différents. Là, en ce moment, je fais du farmer walk unilatéral dans mon jardin, Mm. à me trimballer des trucs pour bosser la stabilité, pour travailler mon dos dans un axe différemment. Euh, Chose que je pense j'aurais pas fait avec Corentin. Alors évidemment, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de Mm. moins bien. Euh, mais pour le coup, le fait de travailler dans deux axes totalement différents, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après, en termes de performance, alors attention, j'ai fait 2 ans avec Alexis, 2 ans avec Corentin. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'aurais continué avec Corentin ou si j'aurais commencé avec Alexis. Dans Ouais. les 2 années, à chaque fois, j'ai franchement bien progressé. Enfin, on a réussi à gérer mes blessures au maximum. Moi, ça fait quand même du coup presque depuis 4 ans, depuis 3 ans que je génère des douleurs au dos qui sont insupportables avec ce bon vieux squat qui Carré des sont lombes? vraiment trop chiantes. Non, c'est milieu du Même dos, pas. c'est vraiment à la charnière lombaire thoracique. Ok. Euh, et dès que je fais du squat lobar, euh, les douleurs se prennent. Là, par exemple, avec Mm. Alexis, j'ai que du squat high bar, tu vois. Et Ouais. 1 à 2 fois par mois, j'ai une série de low bar
Mais c'est tout, tu vois, vraiment pas plus. Sinon, mon dos, il a vraiment du mal à tolérer. Ouais. Donc, je sais même plus ce que c'était ta question de base, mais voilà, Ouais, mais t'as fait un bon tour, c'est intéressant. Je vais reprendre le fil de ta pensée. Juste, je rebondis avant sur le truc. Il me semble que j'avais vu en plus, Alexis a fait une vidéo par rapport à ça, hein. Par rapport à sur toi, Mhm. sur ta programmation et notamment les douleurs au dos. Je sais plus ce qui était dit dans la vidéo exactement. Mais il y a le diaphragme est un peu impliqué dans ces problèmes-là. Alors, bah justement, ça se situe vraiment au niveau du diaphragme, donc c'est derrière dans le dos, tu Hmm, as les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, au milieu, tu as les érecteurs du rachis tout le long, vraiment au milieu, ça me fait deux sortes de points, et en fait, ça vient aussi, en fait, c'est au niveau de l'insertion du diaphragme. ouais, Donc, potentiellement, ça joue un rôle dessus. Après, c'est pas forcément ici, enfin, c'est pas forcément avec le diaphragme qu'on a trouvé des solutions, mais ouais. plutôt en essayant, comme j'ai dit, de travailler dans plein d'autres axes, chose Hmm, qui est hyper intéressante. Et il y a plein d'autres personnes, je sais plus qui, mais j'avais déjà entendu ça chez plein d'autres personnes. On fait du squat, du bench et du deadlift, on se renforce entre guillemets toujours dans le même axe de la même manière. hmm, Et je dis pas que ça peut causer des problèmes, mais en tout cas, travailler d'autres manières ton corps, avec d'autres sports, avec plein d'autres mouvements, peu importe, ça ne peut que t'apporter du bien physiquement et t'enlever au maximum de douleurs. Et ça, c'est un truc que je fais ouais. depuis quelques temps et qui m'aide quand même pas mal. Alors les douleurs sont pas parties malheureusement, mais j'arrive à les Ouais. tolérer un petit peu mieux. Tu comprends un peu mieux. Moi, je demande ça parce que souvent, maintenant, moi, ça m'est arrivé d'avoir un peu des tensions à ce niveau-là. Et généralement, quand un athlète me dit j'ai mal au milieu du dos comme ça, je me pose pas mille Mhm. questions, je dis vas-y, diaphragme. Fais des trucs de diaphragme, mais Mhm. généralement, ça soulage. C'est pour ça que je demandais, ça aurait été intéressant d'avoir un cas poussé sur le diaphragme, par pure curiosité malsaine de ma part, d'utiliser ton malheur pour m'informer de bonnes petites informations. Euh, D'une part, je pense que tu as le droit de le dire que la spécificité, si tu te renforces exclusivement, spécifiquement, évidemment, ça crée des limitations et des douleurs. Et je pense que l'une des différences entre les chemins que prennent Alexis et Coco, c'est que Coco, il va aller directement dans la spécificité et derrière, on va essayer de composer autour des problématiques qu'on rencontre, autour des douleurs, des blessures, etc. On va essayer de mettre des trucs en place autour de ça pour pouvoir continuer à travailler, à se développer correctement. Et je pense que Alexis, il essaye de prévoir un petit peu plus, de prévenir peut-être un petit peu plus, en allant chercher Exactement, ouais. un peu plus d'athlétisation, un peu plus d'homogénéité au global au niveau du corps, pour bah, enfin, se prévenir d'avoir un athlète qui est trop limité sur un truc spécifique en particulier et avoir une énorme galère, quoi. Je pense que c'est Mhm. le chemin un petit peu différent. Une question que je voulais poser sur la différence des deux, mais je pense que globalement il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de différences de structure peut-être. Peut-être que Alexis a un peu plus une vision aussi construction plus long terme, tandis que Coco va peut-être être un peu plus focus genre sur le moment présent, c'est-à-dire comment être performant sur le moment présent et sur bah, la prochaine échéance qui nous attend, qui est pas dans 3 ans. Et c'est ça, et composer vraiment avec les problèmes qui rencontrent sur le moment, quoi. Ouais. Et pour te donner un exemple un peu concret, toujours pour revenir sur mes douleurs au dos, c'est ce qui me vient, c'est ce qui me vient. Ouais. Mais par exemple, j'avais déjà mes douleurs au dos avec Corentin. Euh, Ce qu'il a essayé de faire, bah évidemment, c'était de trouver une solution, mais on est resté sur mon pattern de base au squat. Ouais. Il a fait certains changements sur la programmation. On a essayé de travailler un petit peu, je me rappelle, cette partie diaphragme, cette partie bracing, d'avoir quelque chose de Hmm. plus compact. Travailler sur le positionnement de mon haut du dos, de mon bas du dos. Chose qui a plutôt fonctionné, ou en tout cas qui me permettait de continuer à m'entraîner et d'aller jusqu'à l'échéance qui était prévue, tu vois. Hmm. Et à contrario, quand j'ai commencé avec Alexis et que j'avais des douleurs toujours présentes, au bout de quelques mois, il a vite compris que c'était quelque chose
qui étaient des douleurs qui étaient bien ancrées et qui étaient, entre guillemets, très complexes. Hmm. Et on est vite passé, par exemple, sur du squat avec des chaussures à drop, tu vois. Ouais. Le format high bar qui me procurait aucune douleur, donc il n'a pas hésité une seule seconde à du coup me mettre beaucoup plus de high bar que de low bar. Mhm. Et du coup, là, en fait, ça revient à ce que tu dis, il est revenu sur une approche beaucoup plus long terme, où il a essayé dans un premier temps de me faire, enfin, de faire en sorte que je puisse m'entraîner avec un minimum de douleur, et en essayant d'intégrer au fur et à mesure du low bar correctement, avec une technique un petit peu différente, vu que j'ai des chaussures à drop, qui va Ouais. engager un petit peu moins mon dos, etc., etc. Complètement. Je pense que le danger avec ça, c'est de peut-être se retrouver à quand on veut sortir. Je pense que c'est pour ça que Coco, on va dire, privilégie genre le spécifique et vient tu sais, essayer de grappiller un petit peu pour diminuer progressivement. Parce que tu peux vite te retrouver à sortir un petit peu des sentiers battus Mhm. pour résoudre un petit peu une douleur. Et du coup, passer beaucoup de temps à tester plein de choses en limitant beaucoup l'athlète. Et moi, j'ai souvent le cas avec certains athlètes. Des fois, c'est pas de chance. Il y a des athlètes avec qui tout se passe très bien, il n'y a jamais de pépins. Et il y en a, c'est des pépins en boucle et en boucle. Et du coup, je suis toujours très partagé, moi, personnellement, en tant que coach, entre, ok, est-ce que j'essaye de quasiment tout retirer à l'athlète, ou en tout cas le plus possible pour voilà, descendre un max ses douleurs et travailler directement sur un peu plus la source, tu vois. On va dire, si je prends l'exemple des genoux que je connais bien, est-ce que il a mal aux genoux quand il squatte? Est-ce qu'on lui retire pas mal de squats, comme ça on fait baisser l'inflammation, on renforce le tendon avec un protocole de réhab et on remonte progressivement? Ou est-ce que j'essaie de garder à peu près le même niveau d'intensité pour que l'athlète continue à s'exposer à des charges lourdes et qu'on puisse avoir un feedback vraiment très direct sur ce qu'il fait, en essayant d'implémenter quelques petites différences les moins grosses possibles pour faire diminuer la douleur, travailler sur le tendon en même temps et continuer à faire avancer l'athlète à un rythme. Je suis toujours très indécis à ce niveau-là et souvent je prends ma décision plus en fonction de l'athlète, de son niveau, du mood qu'il a et de comment lui voit les choses aussi. Parce qu'il y a des athlètes qui se disent moi je suis le premier d'ailleurs, si j'ai une douleur, je me dis pour rien au monde je vais commencer à faire un chantier de 6 mois de machin. Je dis évidemment quand la douleur est très fraîche, si c'est une blessure ou qui est venue d'un coup, je suis obligé de descendre. Mais derrière moi c'est important pour moi de garder vraiment de l'intensité et de la spécificité. Sinon concrètement, si je parle vulgairement, je me fais chier de ouf et je Je suis d'accord. dégringole complètement dans les entraînements, tu vois. Genre moi tout ce qui est renfo, etc., c'est quelque chose qui, en tant qu'athlète, attention, un warning, parce que ce que tu fais en tant qu'athlète, c'est pas forcément ce que tu fais en tant que coach, etc., etc. Mais moi, personnellement, les renfos, etc., ça me barbe de zinzin. J'ai pas très envie de faire ça. Et du coup, je me rattache, on va dire, plus au spécifique et j'essaye de composer autour de ça en gardant la pratique la plus proche de ce qu'elle est de base. Toi, du coup, comment tu vois avec tes athlètes c'est quoi un peu ta vision là-dessus? Est-ce que tu es plutôt comme moi, être un peu indécis entre les deux et tu prends ta décision un peu en fonction du mood? Ou est-ce que tu as toujours l'habitude, si un athlète a mal, de se dire, OK, on essaie de trouver priorité ce qui te fait pas mal, on garde le plus de ce qui te fait pas mal et on travaille en profondeur sur ta douleur avec beaucoup d'exos, de réhab, d'athlétisation globalement. Bah, évidemment, ça va dépendre de plein de choses, mais euh, déjà quand un athlète me dit qu'il commence à avoir mal quelque part, etc., bon, j'essaye de comprendre ce qu'il a concrètement et d'où vient la douleur. Ça va dépendre de s'il y a une échéance ou pas. En général, je suis quand même très, j'ai pas le mot, mais préventif Ouais, sur ce qui va se passer. C'est-à-dire ouais, que s'il n'y a pas d'échéance, si on a rien là de prévu, enfin de pas ouais pas d'échéance en gros, je vais très vite réduire le volume et essayer le plus rapidement de réparer la douleur. ouais, Après, évidemment,
Tout dépend de comment, comment est, merde, je perds mes mots, comment est la douleur. Et Ouais. Sachant que c'est super dur à juger. En fait, ce qui est dur en tant que c'est coach, ça. s'il faut comprendre, c'est que un athlète qui te dit coach, j'ai mal ici, machin truc, il peut te dire ouais, j'ai giga mal de zinzin parce que bah potentiellement c'est un athlète qui a jamais eu mal nulle part et du coup bah il va surinterpréter de zinzin sa douleur alors qu'en soi il a besoin de deux trois petites bricoles et globalement en une semaine d'adaptation c'est fait. Exemple typique douleur inflammatoire entre le biceps et le triceps etc. Bon bah chef, en vrai, panique pas, t'as mal quand tu fais ton squat ou quand tu fais ton bench, t'inquiète pas, tu vas pas exploser. Ces douleurs-là, ça peut monter vraiment à l'extrême sans apporter de grosses conséquences. Globalement, généralement, si tu préviens assez tôt et que la douleur est pas trop élevée, si t'as 3 squats par semaine, tu passes un squat en high bar, ça te soulage un petit peu la ceinture scapulaire, bam, l'inflammation diminue et hop, c'est finito. Mais c'est difficile en tant que coach du coup, de jauger, ok, est-ce qu'il a vraiment mal? Est-ce qu'il a un petit peu mal? Est-ce que c'est très Exactement. Ouais. limitant? Est-ce que c'est pas limitant? C'est difficile à Exactement. Ouais. savoir. C'est ça que je cherchais à dire. Ouais. En gros, entre deux athlètes, t'en as un qui va dire bon, ça me fait un petit peu mal, mais ça va, alors que c'est vraiment un truc qui, si on y laisse traîner, ça va être hyper impactant. Et à l'inverse, des petites douleurs qui traînent Hmm, chez certains athlètes vont paniquer et vouloir tout de suite faire des changements. Et ça, à décerner, je trouve, c'est quand même hyper intéressant. Mais hmm, pour le coup, je reste sur mon aspect. Je préfère être préventif. Pourquoi? Tout simplement ouais. parce que je préfère perdre limite un bloc entier plutôt que essayer trop tard de réparer une douleur qui au final va nous prendre plus de temps à réparer vu que on s'y est pris un petit peu trop tard. Mais après ça évidemment ça Hmm. dépend du contexte. Ok, ok. Donc là où en gros, on a deux choix possibles. C'est soit tu prends l'athlète qui a mal et t'essayes d'aller au minimum de changements. Tu vas vers les changements les moins invasifs sur le truc Mhm. pour aller, bah, si la douleur est continue, tu continues à baisser. Toi, tu préfères inverser la pyramide, tu baisses d'un coup et tu vois ce qui se passe et en fonction, tu remontes jusqu'à ce que l'athlète il soit très bien, quoi. Ça va dépendre de la douleur, Ouais. mais je préfère arrêter le truc un peu plus rapidement et plutôt que y aller progressivement et voir au final le truc s'aggraver. S'empirer, ouais. C'est toujours une horreur, hein. Et après tout, on n'est pas kiné, hein. Et bien sûr, la Malheureusement, première ça chose à fait. faire Ouais. quand ça traîne, c'est moi je dis toujours, hein, je reste ton coach, etc. Mais dès qu'il y a un truc qui commence à s'aggraver, etc., la priorité, c'est d'aller voir un professionnel de santé, quoi. Ouais, 100%. Moi, c'est surtout sur les trucs que je connais pas. Je suis honnêtement, les Mhm. douleurs, c'est à 80% du temps, allez, si je donne un pourcentage, c'est 80% du temps la même chose. Les douleurs au bras, les douleurs au genou, les douleurs à ceci. Après, peut-être ça dépend aussi de tes manières de coacher. Peut-être qu'il y a un biais où quand tu coaches d'une certaine manière, bah, du coup, tu as plus un type spécialement de problème qui revient. Mais voilà, les douleurs acromion au bench, etc. Euh, et du coup, général, enfin, ça tombe très souvent sur des douleurs, la majorité du temps que je connais. Et du coup, bah, globalement, j'interroge deux, trois fois l'athlète. Et comme un kiné a sa propre expérience, bah, du coup, j'arrive à jauger de à quel point on va diminuer ou monter. Après, c'est sur les trucs chelous. Putain, j'en ai eu des trucs bizarres, des douleurs bizarres, un peu comme toi avec ton dos. Tu sais pas trop d'où ça vient exactement, c'est relou. J'avais des athlètes notamment qui avaient mal, genre ah bah tu sais, au niveau de l'omoplate, tu vois, au squat, genre Mhm. grosse douleur de décharge quand tu dis, donc tu te dis c'est un truc nerveux, Ok. nanana. J'avais fait beaucoup de trucs et au final tu te rends compte que c'est énormément lié genre au fait de porter la ceinture ou pas, aux côtes. Et en fait c'était Mhm. plus genre les intercostaux, etc. qui gênaient et qui faisaient mal au niveau du dos. Genre j'étais en mode, waouh, Ah, ça a mais mis des une fois, les plombe un peu à trouver. comprendre comment c'était quoi. Mhm. Et justement, tu vois, Mhm. c'est ça qui est intéressant dans l'approche tout enlevé parce que bah avec ce genre de truc, j'ai plus tendance à partir sur ton approche aussi, en mode bon, c'est chelou ton truc, vas-y, viens, on diminue tranquille, etc. Et c'est justement là où mon point de tout à l'heure, c'est que, en fait, comme tu sais pas exactement quel est le problème, en fait, le fait de tout redescendre, ça fait que tu peux perdre potentiellement deux trois mois où tu fais un truc qui marche pas hyper efficacement. Derrière, tu fais remonter l'athlète, au début ça va bien, et après, ça, les douleurs elles reviennent au même stade, et tu te dis putain,
on a perdu du temps, alors que si ça se trouve, si on était resté sur de l'intensité, t'aurais continué à avoir un petit peu mal. Et du coup, on aurait pu avoir directement le feedback de tiens, on retire ça, hop, ok, c'est bon, ça, hop, on peut garder de l'intensité en changeant ce paramètre-là, etc. C'est ça qui est vachement intéressant. Et bon, après, encore une fois, on n'est pas kiné, hein, mais ça fait partie de notre quotidien de coach, malheureusement. Moi, il y avait un deuxième sujet, au-delà genre des différences un petit peu de méthode et de programmation. Est-ce que tu as ressenti, alors ça va peut-être te paraître farfelu ou pas, tu me dis si ça te parle, mais est-ce que tu as ressenti une énergie différente du coach? Je trouve que globalement, l'énergie que le coach transmet à ses athlètes, c'est quelque chose genre d'hyper puissant. Par énergie, j'entends un peu peut-être le mindset, par exemple, genre la vision de comment s'entraîner, de comment être un bon athlète, de la vibe un peu qui te transmet, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que t'as senti bah, j'imagine hein, que t'as senti une vibe différente entre Coco et Alexis. L'objectif, c'est pas forcément de les comparer les deux ou quoi, hein, mais c'est plus de se dire, je pense que l'énergie et la vibe du coach ont une importance pour l'athlète. C'est-à-dire, tu peux avoir un. Enfin bref, je vais pas trop rentrer parce qu'après je découpe mes questions. J'avais les questions bien mises. Donc, est-ce que ça te parle déjà ce que je te dis? Ouais, mais ça me parle. Alors après, c'est à deux périodes qui sont un petit peu différentes, parce que j'étais forcément différent, moi, il y a 2, 3 ans et aujourd'hui avec Alexis. Ouais, Mais en tout clairement. cas, ce que j'ai retenu de Corentin dans donc son approche, dans l'énergie qui me renvoyait. Alors après, Corentin, c'est différent parce que euh, Corentin, c'est un athlète de haut niveau. Euh, Hmm, J'ai pas forcément le terme, mais je pense, comme plein de powerlifters, j'aurais aimé être aussi fort que lui, tu vois. ouais. J'ai pas envie de dire fan ou idole ou quoi que ce soit, mais tu Ouais, vois, mais c'est quelque chose, si ça te j'aurais pu avoir, drive, ouais. exactement, ouais, si j'aurais pu avoir son parcours d'athlète, bah, enfin, c'est quelque chose que je veux avoir, tu vois. Donc il y a Hmm, ce truc-là. Et du coup, je le voyais vraiment comme ça en tant que coach. Et donc, ok, je fais tout ce que tu me dis, dis-moi ci, dis-moi ça, ok. Je le voyais ouais. vraiment comme ça. Et c'est un peu l'énergie que j'avais en retour. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. Hmm, Euh, Alexis, pour le coup, vraiment différent. Déjà, l'approche qu'il avait, enfin, l'énergie que j'avais avec lui, c'était bien plus, euh, je suis bien plus proche avec Alexis qu'avec Corentin Clément. ouais. En fait, il y a beaucoup plus ce truc de proximité dans les retours, etc. Je trouve que ouais, plus de proximité, comme si entre guillemets, je pouvais lui parler entre guillemets de tout. Ouais. Corentin, je pense un petit peu moins. Je sais pas si c'est moi qui avais cette impression-là ou quoi, mais je pense que, enfin, je l'ai vraiment vu comme ça pour le coup. Ouais. Euh, Donc après, on aime ou on n'aime pas hein, les deux, hein, mais c'est vraiment la différence un peu notable que j'ai trouvée entre les deux. Ouais, carrément, c'est Ouais, c'est plutôt super ça. intéressant. Je pense que ton avis, et d'ailleurs, Coco, il s'en cache pas forcément. Je pense qu'il en parle assez Mm. ouvertement. Euh, il peut, je pense qu'il est très focus dans son truc, et du coup, des fois, il peut paraître un peu fermé. C'est pas le plus jovial et chaleureux de prime abord. Ouais. Surtout, en fin de compte, surtout plutôt par message, etc. Parce qu'au final, bah, une fois que tu rentres un peu dans son cercle et que tu le vois dans la vraie vie, déjà, il est différent de avant et maintenant, je pense, comme tout le monde, il évolue en tant que personne. C'est quelqu'un de, je pense, de plus jovial, genre dans la vraie vie que par message, mais je pense que voilà, ton truc est, ton ressenti que tu as eu est partagé et c'est pas péjoratif, tu vois. Mais justement, c'était Mhm. tout l'intérêt de te poser cette question. Je pense que c'est super important de l'énergie du coach. Ça peut avoir, je pense, une influence au-delà de la programmation et de ce que le coach va te faire faire. Si par exemple, bah, tu le disais avec Corentin, il a un parcours d'athlète, etc., si tu es admiratif de ça, bah en fait ça peut te carrément te driver de manière super positive en mode Mhm. vas-y, full confiance, je bombarde, etc. Exactement. Et Exactement, ouais. ça te met une énergie de fou.
Et tout comme avec Alexis, si t'es très proche de lui, que tu sens que il est, bah, t'adhères super bien avec sa vision, qu'il est très intelligent dans ce qu'il fait et que t'as un rapport humain avec lui qui est super bon, bah, ça peut te donner encore plus confiance dans le processus et du coup t'amener à faire un meilleur parcours en tant qu'athlète, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on parle pas forcément, mais je pense que l'énergie du coach et se sentir un petit peu en osmose, si j'ose dire, avec son coach, c'est super important, quoi. Il y en a qui vont préférer avoir une énergie très pas forcément dans l'explicatif ou quoi, et plus en mode personnage de manga, quoi, un petit peu shonen, tu vois, en mode vas-y, let's go, je suis le maître, et d'autres qui vont avoir besoin de plus d'avoir un truc familial, d'autres qui vont avoir besoin d'avoir une atmosphère très éducative, etc. Et je pense que c'est important de choisir son coach en fonction de ça, et que si on se sent un peu en malaise vis-à-vis de ça avec son coach, faut pas hésiter à tester d'autres approches, je pense. Moi, je suis d'accord. De toute façon, il en faut entre guillemets pour tout le monde. Il y en a pas un, il n'y a pas une approche qui est meilleure que l'autre, hein. Je voulais pas critiquer, enfin, je veux pas critiquer Non, pas du tout, c'est pas le sujet, ouais. ces deux coachs que j'ai eus. Mais ouais, vraiment ce truc admiratif chez Corentin Clément. Euh, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à trouver le terme que je veux, mais c'était vraiment l'approche coach athlète. Donc il me dit fais ci, fais ça, je fais ci, je fais ça, tu vois, Ouais, et ça va très très bien c'était comme ça. un mentor, quoi. Euh, Exactement, un mentor, je trouve, je pense que c'est le bon mot. Avec Alexis, et évidemment, je vais faire aussi ce qu'il me demande, mais Mm, bah en fait, ouais, il y a beaucoup plus de proximité. Je vais ouais. pouvoir lui parler plus facilement de certains trucs, de si ça va pas entre guillemets, je peux aussi lui dire, je pense plus facilement. Euh, et c'est aussi un point positif, mais oui, il en faut évidemment pour tout le monde. Carrément. Et là, j'ai une hot take, du coup, en sujet avec ça. Selon toi, c'est quoi qui a le plus d'importance? Est-ce que c'est l'énergie que te transmet le coach et globalement la vibe que tu sens dans le coaching? Ou alors Ok. plutôt tu sais, les choix de programmation, vraiment le très concret, tu vois. Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus d'impact sur un athlète et sur la progression d'un athlète? Est-ce que c'est le fait qu'ils se sentent très embarqués dans une bonne énergie, etc., machin, quitte à avoir limite une programmation pas dingo ou peu importe, tu vois, mais comme il est dans une super vibe, ça va super bien. Ou est-ce que ce qui est plus important, c'est en premier lieu qu'il ait quelque chose de très pertinent sur le papier, même si au niveau de la vibe, il s'embête un petit peu, pour rester poli. Ok. Là, tout de suite, ce qui me vient, bon, évidemment, si tu prends les deux extrêmes, c'est compliqué de choisir, Hmm, mais je pense que l'importance que tu vas avoir avec, enfin, tu vas avoir plus, ce qui est le plus important, c'est vraiment euh, ce que tu as dit au niveau de la vibe, au niveau de l'énergie avec ton coach. hmm, Pourquoi? Alors évidemment, si tu as une programmation qui est vraiment pas efficace, où tu fais rien, tu vas peut-être pas progresser, mais ouais. prenons pas Un l'extrême. juste milieu. euh, un juste milieu, bah déjà si tu adhères à la programmation, tu adhères avec ton coach, tu comprends ce que tu fais, même si au final la programmation elle est pas au top du top du top, je Hmm, pense l'intention et l'intensité que tu vas y mettre, forcément ça va avoir plus d'impact plutôt que la programmation parfaite que t'as même pas envie de faire, que tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, etc., etc. hmm. Je pense que forcément tu seras moins efficace là-dessus. Euh, donc, au vu de ce raisonnement, je dirais que c'est plus efficace d'adhérer en tout cas avec ton coach. Ouais, carrément. Carrément, je suis d'accord. Je pense que l'émotion a une part excessivement importante dans notre sport, qui est un sport très binaire. Je sais pas si le mot est approprié, Mhm. mais c'est très répétitif, quoi. Il y a pas de folklore. Et donc, je pense que l'émotion, pour un athlète, c'est ultra important. De sentir que, je sais pas, en fonction des gens, hein, mais que tu es dans des projets, que ça avance, qu'il y a une vibe qui te porte, que potentiellement tu as une équipe. Ça, c'est un truc qui est vraiment bien chez OPT, c'est qu'il y a l'air d'avoir vraiment une grosse équipe, pas mal de trucs, etc.
Enfin, en Mm. fonction de ce que les gens recherchent, je pense que c'est plus important d'avoir ça avec une programmation moyenne que de chercher l'optimisation ultime de la programmation ou même des choix techniques ou peu importe. Là, pour moi, avant tout, faut juste kiffer, hein. Faut kiffer Mm. sa vie. Si tu kiffes ta Ouais. vie, derrière tu as des progrès, je pense. Le Je mental pense. est le mental. Si t'as le mental, il y a tout qui va derrière, hein, aussi bien dans ce sport que comme tu le dis dans la vie. Ouais. Euh, Si t'es à fond dans ton entraînement, si tu kiffes t'entraîner, si t'adores tout ce que t'es en train de faire, forcément ça va mieux se passer. Il y a Mm. l'entourage aussi, comme je le dis, qui est trop important, pas que avec ton coach, vraiment là où tu t'entraînes, etc. Je sais que Ouais. moi, pour le coup, donc je me suis entraîné dans une salle qui s'appelle le PAG, tu dois Ouais. connaître, je Ouais, pense. 100%. Ouais. Super salle qui était juste trop cool avec beaucoup de monde, avec qui je m'entendais bien. Ouais. Et en fait, quand tu t'entraînes dans des salles comme ça où bah, il y a déjà du très bon matériel, puis surtout plein de gens avec qui tu deviens ami et des gens avec qui tu te pousses vers le haut. Tu vois, en Mm. fait, on a tous la même passion, donc on s'entraîne tous de la même manière. Ouais. Bah, en fait, les entraînements, ils sont trop bien et tu progresses. Là, en ce moment, pour te dire, moi, du coup, je m'entraîne dans mon garage, là, depuis, depuis 2 ou 3 mois. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Franchement, c'est Tu beaucoup plus m'étonnes. compliqué, hein. On va pas se le cacher, je suis Mm. mis tout seul. Il y a ma copine des fois qui s'entraîne avec moi, mais pas tout le temps. Et franchement, entre se taper un SBD RPE 9 tout seul dans son garage, soit en pleine canicule, soit en hiver quand il fait 0 degré, c'est pas la Mm. même que quand tu es dans une salle de sport où tu fais ton SBD avec 10 autres gars qui ont leur SBD RPE 9, tu vois, l'ambiance elle est pas la même quoi. Et les Ouais, résultats carrément. sont pas les mêmes aussi, hein. Carrément. Moi, j'avais vu à l'époque Covid. Ah, s'entraîner à la maison. Le rêve, Mm. souvent, on me dit ça. Waouh, avoir un home gym, etc. Le rêve, je suis en mode, waouh, non, grave pas. Moi, j'ai besoin C'est dur, que, je sais c'est pas, dur. déjà d'avoir un environnement dédié à la pratique. Parce que, bah, Mm. au niveau où nous, on le pratique, je sais pas comment tu t'es sur cette relation-là, toi, avec l'AFA, mais moi, je considère que c'est un peu une partie de ma journée de travail. Déjà que je travaille à la maison, si en plus je m'entraîne à la maison, ouais, je vais péter un plomb. Je vais péter Mm. un plomb. Ah, c'est bien d'avoir du monde, d'avoir un environnement propice à la performance et pas juste être tout seul. Ouais. Ça change pas mal de choses. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, carrément. Et même en le voulant du plus profond de soi, moi je sais que entre être tout seul à s'entraîner et même avoir 3 personnes qui s'entraînent avec toi, même que tu connais pas forcément, mais tu sais que t'es regardé entre guillemets, parce que vous êtes Ouais. tous dans la même salle, inconsciemment, je te jure que là, moi je me mets dans mon garage, j'essaye de penser comme s'il y avait des gens avec moi. Hmm. L'effet, il est totalement différent et je suis factuellement moins fort quand je suis tout seul que quand il y a ne serait-ce qu'une personne qui est avec moi, tu vois. Ouais, Je sais pas 100%. si toi ça te le fait aussi. Ouais. Ah bah 100%. Là, même avec le, on a abordé un petit peu ce sujet-là dans le podcast précédent avec Iban. Je disais que tu vois quand tu te poses la question du pourquoi est-ce que tu fais la force athlétique, ton pourquoi interne, moi, c'est complètement drivé par mon rapport aux autres. C'est-à-dire, si Mhm. moi, je peux deadlift 350 dans mon garage, mais que personne peut le savoir, je n'en ai rien à carrer. Si je passe de C'est 300 vrai. à 350 tout seul, je m'en fous. Moi, je veux que des gens voient que je suis fort. C'est tout ce qui me drive. Je veux partager ça avec d'autres gens et si je le suis tout seul dans mon coin, ça me drive pas du tout. Moi, Mhm. je suis compétiteur, donc si personne peut savoir que je suis fort ou alors que je peux pas du tout m'exprimer en compétition face à des concurrents, ça n'a aucune valeur pour moi d'être tout seul plus fort, quoi. Donc évidemment, moi j'ai ce petit truc, tu sais, quand tu mets un bon top 7, tu mets un gros top 7, tu sais qu'il y a des gens qui vont te regarder, t'es en mode, allez, let's go, il faut que je montre. Moi, je suis grave comme ça et je pense que c'est pas du tout. Des fois, c'est un peu mal vu ou les gens ont tendance à se dire c'est toxique ou peu importe. Je pense pas du tout. Genre, je pense qu'il faut complètement accepter le rapport aux autres, tout simplement. Bah, t'es content que les autres ils voient que tu performes. Et peu importe ton niveau d'ailleurs, hein, que t'es 140 ou 250 au squat, t'es content quand tu vas mettre ton PA et qu'il y a du monde autour pour te voir, pour t'encourager, pour ceci, cela. C'est tout à fait naturel. Je suis d'accord. Bah, moi, je me pose le même, enfin, je me disais un peu le même truc que toi. Souvent, je me dis, imagine.
il y a l'extinction de la Terre, t'es tout seul sur la planète, tu vois. Est-ce Hmm, que tu continuerais vraiment à faire de la force athlétique? Enfin, vraiment, je pense que vraiment 90% pas, des hein. gens auraient totalement arrêté, ça n'a plus aucun sens. C'est pas du Ouais, tout le loisir numéro un, il y a plein d'autres trucs ouais, auquel tu pourrais plus t'amuser. Et du coup, oui, ce rapport aux autres. Et je suis d'accord que c'est pas forcément quelque chose de, enfin, faut pas le voir comme quelque chose de malsain. C'est un hmm, sport qui est compétitif, donc le but c'est entre guillemets de se comparer aux autres. Et le ouais, but de tous les gens qui font de la compétition, bah, c'est d'être plus fort que tous les autres. Donc ouais, je trouve ça normal en fait de d'avoir ce rapport-là. Ouais. ouais, carrément. Mais tu vois, Iban, c'était le, lui par exemple, il fait plus ça pour par rapport à lui-même. Genre, il veut être plus fort que lui-même, tu vois. Je pense que ça dépend Ok. de son rapport à soi. Moi, je pense que j'ai besoin de me sentir fort par rapport aux autres, si on peut dire ça. Et Mhm. lui, il a besoin de se sortir plus fort par rapport à lui-même, tu vois. Il a peut-être besoin de se sentir progresser en tant qu'humain, tu vois, personnellement. Et du coup, bah, le fait d'être plus fort que le lui d'hier, ça lui fait du bien, tu vois. Sans même comparer aux autres. Alors que moi, par exemple, dans ma perception du truc, si je suis plus fort de 5 kilos demain, mais que ça fait pas de différence par rapport aux autres, que tout le monde prend 5 kilos, bah je m'en fous. Moi, Ouais, je c'est veux vrai. 5 kilos en plus par rapport aux autres, pas par rapport à moi, quoi. Si tout le monde prend plus 5, bah moi, je veux prendre plus 10. Mm. Sinon, ça Non, compte non, mais pas. Donc, ouais, mais c'est intéressant de se poser ces petites questions-là. Clac. Bon, bah écoute, on va embrayer sur la petite dernière partie. Qu'est-ce qu'on peut là te souhaiter pour l'avenir? C'est quoi tes prochains projets, que ce soit en tant qu'athlète, puis bah, également en tant que coach? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu vas? Alors, bah écoute, en tant qu'athlète, bon, pour le repréciser, même si j'en ai parlé un peu au début de vidéo, Ouais, j'étais en 74 jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance de faire les championnats de France, aussi bien junior que open, l'année ouais, dernière avec toi en plus, ouais, en carrément. F1. Sur le gros plateau des Euh, 74. sur le maxi plateau, ouais, Ouais, vraiment trop trop cool. Des fois, j'y repense, je me dis putain, on était un beau groupe de 7 ou 8, je sais plus, mais avec beaucoup de d'athlètes je que j'admire. je Donc, pense je pense qu'on s'est fait dépasser, selon moi, en niveau densité par rapport au plateau des juniors 83. Je sais pas si t'as vu le plateau des ouais, juniors 83, mais moi j'avais un athlète dessus. C'est terrifiant. Il y a j'ai le. même pas vu. Avec 100 de GL Point, je crois que t'étais 13e ou 14e. C'est vrai? Chez des Ah ouais, juniors. putain. Le Ah plateau de putain, port. Moi non. je m'étais fait la réflexion sur le plateau. Notre plateau, je crois qu'on était tous à plus de 100 d'indices. Et du Ouais. coup, tu te dis, waouh, Oui, stylé. j'étais à 104 d'indice, ouais, j'étais bah, le septième du plateau. Ouais. Donc ouais, Mais quelque chose. Mais c'est vrai que quand la tu regardes les densité de juniors, fou qu'il y a eu chez les 83, c'était une dinguerie. même tu regardes même tu regardes mon total où j'ai fait 705, Hmm. et du coup je fais septième ou huitième, septième je crois. Bah en fait alors toi t'as gagné en quelle année? En 2023? J'ai gagné en 2024? 2024 avec 723. 723, et je crois que l'année Ouais, d'avant c'était c'était 700. Ciel avec 700, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que le niveau est juste incroyable. Tu regardes les juniors cette année, je crois que le gars gagne avec 6,90. Euh, Ouais, je crois que c'est ça. je crois que c'est par là. Euh, donc le niveau est... Enfin, pour moi, 700, tu vois, quand j'ai commencé le power, j'avais 700 de total en 74. C'était le Ouais, boss ouais, des boss, quoi, tu vois, de loin. de ouf. Et c'était mon Bah, objectif. Et t'étais tu vois, j'y suis champion. enfin arrivé. Je suis arrivé 3 ans trop tard, tu vois. En Ouais, vrai, quand tu penses, c'est fou. Mais malheureusement. Bah, c'est comme 800, non, hein. Le palier des 874. Tu prends il y a 3 ans. Je sais plus, c'est le premier à l'avoir passé officiellement en mode IPF, c'est Kjell Backlund. mhm. Où il avait fait 800 et tout le monde était en mode waouh, 800 de ouf. Et là, t'as l'impression, tu vois 10 bougs qui font 800. Tu te dis, mais quel bail. Ouais. C'est une Non, c'est folie. quelque chose, hein. Mais ouais, du coup, la C'est quelque montée en chose. 83, objectif, revenir vers ce niveau France, j'imagine. Essayer au mieux, en tout cas, d'optimiser mon niveau. Et oui, pourquoi pas. Alors, je pense refaire les championnats de France.
Je pense que j'y arriverai, ça y a aucun doute. Après, Ouais, se hisser sur le haut du plateau des 83, c'est quelque chose de très compliqué. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais tout faire pour. ouais, Il y a le bench only aussi à côté que je pratique, où pour le coup, en 74, j'ai gagné 2 années consécutives. ouais. Je pense qu'en 83, j'ai aussi ma place à jouer. Enfin, je sais pas Ah, si ça va se faire directement cette année ou quoi, mais en tout cas, je vais pareil essayer de me faire une place en bench only. Ça reste là où je suis le plus fort, ouais. aussi bien en France et pourquoi pas à l'Inter si je peux. Donc voilà pour Mhm. l'actu en tant qu'athlète. Alors pour l'instant, tant que je remplis pas à peu près de 83, je pense qu'avant fin d'année, vous ne me verrez pas sur une comp. Je vais prendre le temps de bien manger. Moi, j'ai une Et question spicy. J'ai une question spicy au cas où. Si je peux la vas-y, placer, ça fait dis-moi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de te la poser. T'as dis-moi. fait une vidéo en plus, j'avais vu tout à l'heure, humoristique là-dessus. La fameuse devin. Puis la vidéo a coupé. Est-ce que si tu fais une projection un peu en mode hot take, c'est pas Ouais. forcément la réalité, mais si tu dois être obligé de te projeter, tu penses devin en 83, est-ce que ça tombe? Et si oui, ça tombe quand? Au Benko Press. Sachant Devin que en 83. t'as eu une énorme progression. Si on voit, si je me rappelle, moi, quand je t'ai connu au bench en étant en 74, je Mhm. sais pas combien t'as pris de kilos, mais quasiment 40, non? Trentaine au Bah, quand moins. j'ai commencé avec Corentin Clément, je me rappelle, je lui avais envoyé ma première vidéo au Belge, j'avais 155. Ouais, Donc donc c'est j'ai ça, pris, et 40. mon meilleur bench, ouais, j'ai déjà bench 195, alors un peu plus haut en poids du corps, à 78 kilos, pas en compétition, mais Hmm, 190 en compétition, donc ouais, carrément presque 40 kilos. ouais. Euh, Devin, j'espère les avoir. Je vais être joueur. Après, quand, c'est ça le plus compliqué, hein. Il y a que Euh, 30 kilos et t'as une montée de catégorie. il y a une montée de catégorie. Cette année, évidemment que non. L'année prochaine, en fait, c'est tellement dur. Moi, pour le Ouais. coup, ça fait presque 4 ans ou 5 ans que je fais du power, ou pour le coup, moi qui ai toujours resté dans la même catégorie, en fait, j'ai vraiment du mal à savoir qu'est-ce que ça va donner Hmm, avec 10 kilos de plus sur la balance, tu vois. Est-ce que ça va vraiment exploser? Est-ce que ça va y aller un peu crescendo? hmm, C'est dur. Moi, si j'ai 2,20 fin d'année prochaine, je suis vraiment content. Après, je sais même pas si c'est envisageable ou pas. Je pense, en tout cas, pas avant. Ça me paraît vraiment hmm, compliqué de les avoir avant. À partir de cette date-là, on verra bien. J'ai envie de te dire, ouais. ça me fait une deadline. Je vais tout faire pour et je reviendrai vers toi, je te dirai. Mais Vamos. Ah, la comme ça, je devin, elle pourrais fait faire mon plaisir. réel et Tu mets devin sur un bench, t'es en mode. Ah là là, là, je suis quelqu'un. Déjà 2,10. 2,10 ouais, parce que ça fait deux grosses plaques. Bon, 200, j'en parle pas, c'est logique. évidemment. Mais 2,10, tu sais, ça fait deux grosses plaques. Enfin, quatre grosses plaques du coup, quoi. Ouais. Mais ouais, incroyable. Pour moi, pour revenir par rapport à ce que tu disais, par rapport à la montée de catégorie, pour moi, en fait, faut pas tant le voir le truc en mode je suis plus lourd, donc automatiquement je bench plus lourd. C'est plutôt le processus, en fait, d'être constamment un peu en train de grappiller au niveau du poids, être en petit surplus ou quoi que ce soit. Ça a tendance à créer une bonne dynamique à l'entraînement. Et du coup, tu sens que, Mhm. putain, de bloc en bloc, putain, les formats, ils sont de plus en plus faciles, etc. Ça met une progression très naturelle. Et je trouve qu'il faut pas le voir en mode, vas-y, bah, si demain tu te mets à bouffer comme un fou et que tu pèses tu arrives à te peser à 82, ton bench il va pas monter automatiquement quoi. Peut-être Mhm. mini peu, mais ce qu'il faut voir c'est genre l'inertie que tu vas réussir à créer en étant tout le temps dans le un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ça va créer une énergie de ouf. Mhm. Et justement, et pour revenir là-dessus, un truc qui m'a fait monter de catégorie et pas justement rester en 74, c'est que tu t'entraînes, tu crées de l'énergie, tu vas jusqu'à la compétition. Euh, Justement, le cut que tu fais, etc., aussi bien au niveau des performances qu'au niveau des douleurs. Alors, je te Ouais, parlais des douleurs au dos. Malheureusement, j'ai pas que des douleurs au dos, j'ai aussi mal aux avant-bras quand je bench, et ça, pareil, ça traîne aussi. J'ai ouais, pas j'ai peu souvent des petites douleurs à droite à gauche, mais j'ai deux grosses douleurs, c'est vraiment le dos et les avant-bras, qui ouais. me gênent quasiment en permanence. Et je sais que le bench, dès que je monte lourd dessus, plus à l'approche d'une compétition où je vais commencer à gérer un petit peu mon poids, là, c'est les douleurs, c'est vraiment de pire en pire. Ouais.
Et je sais, et en tout cas j'espère que le fait de pas avoir à cut et de monter progressivement en poids euh, Ça va et de aider. monter sur du gros bench, ouais, ça va aider à gérer ça. Euh, il n'y a pas de raison que Moi, non, ça va aider. mais dans Ça tous peut les pas cas, on faire de verra bien. mal, hein, en tout cas. Ça peut Ça, pas c'est faire de sûr. mal, ouais. Euh, donc voilà pour ça. Et en tant que coach, bah écoute, continuer sur cette lancée, puisque honnêtement, ça se Ouais, tu déroule commences à avoir très bien une petite armée, j'ai l'impression, là. depuis quelques mois. Ouais, je m'y suis vraiment mis à fond sur les réseaux depuis septembre, début octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Beaucoup à base de conseils sur tous les mouvements, mais aussi beaucoup plus sur le bench notamment. Ça reste là où je suis le plus à l'aise, là où j'ai le plus de choses à expliquer, je pense. Ouais. Euh, et justement, j'essaye de toucher un maximum de monde, comme on l'a dit, avec les Q, etc. Ça me permet d'avoir aussi beaucoup de visibilité. Ouais. Et, euh, et franchement, tout se passe bien. Donc, si la team peut encore s'agrandir, c'est le top Hmm. du top. Euh, Là, t'as quoi? et T'as puis voilà, tout une simplement. trentaine d'athlètes à peu près? Je crois que j'avais vu Ouais, une je de suis tes à, stories et j'avais compté un petit peu. J'avais fait mon curieux, j'avais fait il en a combien? Une, deux, trois, quatre. Et je crois que j'étais tombé dans ces eaux-là, non? je suis à 31 ou 32, ouais, actuellement. Je suis à quelque chose comme ça, ouais, tout doucement, ça monte. Donc, Ouais. pour l'instant, c'est encore largement tenable. Ouais. Je fais pas ça à plein temps. En plus, je travaille aussi à Basic Fit à côté, Ok. mais juste en 20 heures. Ça me permet d'allier les deux. Je Ouais. trouve ça vraiment cool. Alors, pour le coup, ça change un peu de sujet, mais je sais pas, toi, pour le coup, qui du coup travaille exclusivement de chez toi, Ouais. moi, je sais que avoir 20 heures ailleurs de chez moi, en fait, ça me crée une dynamique et ça m'oblige à m'organiser déjà Ouais, je vois ce que tu veux dire. beaucoup mieux, tu vois, plutôt que quand j'y étais pas, être 100% chez soi, s'organiser et être carré sur tout ce que tu fais, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est une question d'habitude. On en a parlé aussi un peu avec Iban et j'ai eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là avec pas mal de monde justement au France Junior. Bon, c'est un sujet un peu le côté entrepreneuriat, etc. que j'adore aborder et je suis moi je suis très décomplexé de tout ce qui est montrer comment moi je travaille, montrer mon chiffre d'affaires, etc. Moi j'en ai rien à faire. Au contraire, je suis plutôt souvent content d'en discuter avec des gens. Et moi, j'ai fait le switch progressivement. En fait, je bossais en tant que coach. J'avais un large panel de clients parce que je bossais pour quelqu'un qui. On avait une petite salle sur la fin. On faisait de la préparation physique pour des athlètes de haut niveau dans plein de sports différents. Du foot au patinage artistique. Donc, il y avait vraiment de tout. Ok. Je coachais aussi bien des enfants en athlétisme que des seniors en musculation ou en coaching à domicile. Donc j'avais vraiment genre, c'est le coaching mais dans tous les sens. J'avais vraiment de tout. Et en fin de compte, moi j'ai senti à un moment que j'avais un craquage où j'étais en 35 heures et en même temps je commençais à avoir un peu plus d'une vingtaine d'athlètes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah c'est trop, je suis pas dans mon équilibre, j'en peux plus, en fait j'étouffe. Et globalement, j'ai plus envie de faire le coaching, voilà, j'ai envie de me diriger vers mon activité de coach indépendant en force athlétique. Et du coup, j'en ai discuté avec le gars avec qui je bossais. J'ai diminué mes heures progressivement. J'ai lâché mes coachings, je les ai transmis à d'autres coachs qui démarraient ou qui venaient dans notre structure. J'ai dilapidé un peu mes coachings tranquillement comme ça et je me suis retrouvé à être voilà, dernière heure de coaching, dernier coaching à renvoyer. Allez, bah ciao, dernière séance, clic clic et de me retrouver avec la personne. Après moi j'ai Chloé qui m'aide énormément à m'organiser. C'est un peu ma boussole, j'avoue que quand elle est pas là, quand elle part en vacances ou peu importe toute seule, je suis en mode bon, discipline Yann, range la maison, garde l'appartement propre et travaille dans ton rythme habituel. Moi, je suis très calé sur mes marches en fait. Je travaille Mhm. quand je marche, c'est-à-dire mettre tous mes retours. Je les fais quasiment exclusivement en marchant. Et du coup, je marche le matin, entre 30 et 45 minutes. Après, je vais à la salle. Mhm. Je rentre, je mange, je vais marcher 30 à 45 minutes. Jusqu'à 1 heure, ça dépend la quantité de trucs qui me reste à faire.
Généralement, ça suffit. Honnêtement, bah, dépendant des jours, par exemple le mardi, c'est là où j'ai le plus de retours à faire parce que tous les athlètes s'entraînent quasiment le lundi. Donc j'ai beaucoup de retours à faire le mardi, par exemple, ou le dimanche parce qu'il y a les progs, etc. Mais bref, généralement, Mhm. aller en 1 heure minimum et en 2 heures et demie grand maximum, j'ai le temps de taffer tous mes retours quotidiens, etc. Et après, bah, je rentre à la maison et il me reste tout le travail un peu d'entrepreneur, à comment je vais développer ma structure, comment je m'occupe des coachs qui travaillent avec moi, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que je fais du contenu ou quoi que ce soit. Forcément, c'est toujours par phase. Là, j'ai eu une phase après les France Juniors où j'ai eu du mal. En plus, j'avais des petites douleurs carrées des lombes, etc. Donc, c'est ultra drainant au niveau de l'énergie. Là, j'essaye de m'y remettre un petit peu dans la production de contenu, tout ça, mais moi, ça me pose pas du tout de problème en fait de travailler à la maison. Je suis très bien. Ça Ok. me, en fait, je suis hyper calé. Et puis après, maintenant, ça fait un paquet de temps que c'est comme ça, donc c'est très ancré dans mon quotidien. Donc ça me pose aucun souci en fait de travailler à la maison, de faire mes trucs. Moi, tout ce que je voudrais, c'est j'attends le moment propice, mais c'est déménager. Là, je pense que bientôt je déménagerai dans une petite maison, histoire bah, déjà d'avoir une maison parce que c'est plus sympa qu'un appartement, enfin selon moi. Et pour avoir une pièce en plus, parce que là je suis dans un T2, donc j'ai la chambre, j'ai le salon et la cuisine réunis, et là tu vois, derrière il y a ma cuisine, et là je suis sur la table du salon, tu vois. Donc la table du salon c'est la table à manger et c'est le bureau, donc c'est pas très... quand tu bosses à la maison c'est relou, quoi, on va dire. Ouais, je Donc comprends, voilà, tout à mais fait. ça me pose pas plus de problèmes que ça sinon. Mm. Donc ouais, faire grandir un petit peu ta team. Tu te vois monter à combien d'athlètes toi? En Je sais pas estimé? du tout. Bah là, en fait, ça monte toujours un petit peu crescendo, tout doucement. J'ai pas eu de gros pics, j'ai pas pris Ouais, 10 athlètes d'un coup ou quoi que ce soit, ça monte crescendo. Donc, c'est à peu près fluide. J'arrive toujours à tenir le rythme. Je pense que quand je verrai que ça commence à être compliqué, forcément, le travail à Basic Fit, ouais. j'arrêterai. Je pense pas tout de suite, honnêtement. En fait, je sais pas à partir de combien d'athlètes ça commence à devenir compliqué. Je sais que là, enfin, là, si, imaginons, je double de 30 à 60. Je sais pas, toi, tu en as combien? T'en as, Moi là j'en ai une trentaine, j'étais monté à 40 et un peu plus, et moi ça fait trop pour moi, ça me saoule, ok, honnêtement. C'est pas que je peux pas le ok. faire, théoriquement je peux tout à fait le faire, hein. Si tu prends, si tu fais des semaines de 35 heures à 7 heures de boulot, et que j'ai que les coachings à faire, tu peux tout à fait le faire, mais ça me saoule. En fait moi, je sais que au bout de 40 et des bananes, ça me gonfle un petit peu de faire que ça en fait. C'est pour ça qu'à un moment j'avais lancé Ok. Onward Academy pour former un petit peu des coachs. Et en fait au final j'ai formé des coachs. Dedans bah il y en a deux avec qui ça s'est très bien passé, etc. Je leur ai proposé de bosser avec moi et du coup bah on crée un peu une Ok. équipe de coachs, etc. Et ça me permet de, tu vois, d'avoir plus de facettes dans le truc et de pas Mhm. être en mode prog, prog, retour, 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 retour. Si je veux Ouais. continuer Ça devient à... vite fait répétitif. Ouais, c'est ça. Si je veux continuer un peu à m'amuser, tu sais, à prendre le temps dans les retours Mhm. de partir en cacahuète dans les vocaux et de retrouver à être en rade de temps pour faire le reste de mes retours. Si je veux me laisser la liberté de vraiment faire le coaching comme je l'aime, ma petite base entre 30 et 40, ça me fait du bien. Donc là, je suis plus vers 30 que 40. Donc j'ai quelques places ouvertes quand il y a des profils qui me contactent. Mais plus, moi, ça me saoule. Ça me gonfle. Ok. Je sais. Alors après, tout dépend, hein. Tout dépend aussi des 30 athlètes que tu as, hein. Il y a obligatoirement des athlètes sur lesquels tu vas passer plus de temps que d'autres, Ouais, bah, selon le 100%, ouais. profil, selon s'ils sont débutants ou non. Euh, mais pour l'instant, ça se profile bien, je sais pas. Après, il faut voir, peut-être qu'à 40, je vais te dire, ok, 40, ça commence à faire vraiment Hmm, compliqué. Mais pour l'instant, à 30, j'arrive à gérer le truc. Donc en vrai, tant mieux. Et je me pose pas plus la tête que ça. Je me prends pas plus la tête que ça. ouais. Alors, je sais qu'en plus, là, cette période, juillet-août, c'est toujours un peu plus calme. Je sais pas si toi, de ton côté, tu le ressens aussi ou pas du tout. Hmm. Euh,
et il fait chaud, les gens partent en vacances, c'est la canicule, etc. C'est toujours une période qui est plus compliquée pour tout le monde. Et moi, le premier, j'ai pas Hmm. forcément envie de m'entraîner, et encore moins dans mon garage de 50 degrés. Euh, donc c'est pas plus mal. Euh, et après, à partir de septembre, c'est toujours une saison où, bah, justement, là, ça repart un petit peu, de nouveaux objectifs, etc. Ouais, Donc, c'est cool. des nouvelles vies pour les gens. C'est ça souvent, ouais, vers la fin d'année comme ça, c'est souvent le moment où, c'est pour ça moi j'ai un peu moins d'athlètes, souvent le moment où bah, les personnes elles disent bah je déménage, je fais ceci, je change de taf, je change de truc machin. Il y a beaucoup de changements pour les gens et du coup bah les gens tournent des pages, ont envie de changer d'air, de changer de coach, de changer de sport, peu importe, etc. Donc c'est clair que c'est pas la période la plus active en termes de recrutement de nouveaux soldats pour l'équipage. Au contraire, souvent c'est plus les gens qui partent voir de nouveaux horizons. Mais ça fait du bien, c'est une période que j'aime bien moi. C'est une Mm. période que j'aime bien. Parce qu'après, derrière, il y a du sang neuf qui arrive et c'est toujours cool. Toujours Oui, c'est un vrai. entrain particulier quand t'as un nouvel athlète. Moi, j'ai trop d'ego. Enfin, je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'ego. Donc, quand j'ai un nouvel athlète qui arrive, je me dis, toi là, mon gars, je vais te prendre. Je vais te masterclass, tu vois. S'il a déjà eu un coach avant, je me dis, je vais faire le boulot 2 fois mieux. Et s'il a jamais eu de coach, je vais dire, je vais lui faire une expérience de fou. Je vais l'exploser, tu vois. Genre, j'ai souvent un très très gros entrain quand j'accueille un nouvel athlète. Quoique j'essaye de garder mon entrain pour mes anciens athlètes qui ne se sentent pas lésés, ne vous inquiétez pas les gars. Mais c'est une période que j'aime bien moi, quand ça se renouvelle un petit peu, c'est cool aussi. C'est sympa aussi. Bon, on va passer sur la petite rubrique finale, les fameuses 3 questions mystères que je t'ai teasées avant. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Bah La écoute, on première, verra. elle peut être assez difficile comme ça. On va voir s'il y a un truc rapide qui te vient à l'esprit. Selon Ok. toi, est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais voir exister dans le powerlifting francophone et qui n'existe pas encore, ou si on élargit, un truc qui existe ou qui existe pas assez, qu'on voit pas assez. Typiquement, je te donne mon exemple pour te laisser un break et réfléchir un petit peu. Moi, c'est Vas-y. les podcasts. Je trouve que ça manque de podcasts. Je trouve qu'il n'existe pas assez de podcasts où juste t'invites un mec, tu discutes, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton machin, t'échanges et c'est des discussions moi que je kiffe avoir, c'est les contenus que je kiffe écouter. Je dis, putain, il n'y a pas assez ça dans le powerlifting francophone, donc je le fais. Voilà. Est-ce que il y a un truc comme ça auquel tu penses? Je trouve il y a pas assez par rapport à d'autres sports, par rapport à je ne sais pas. Ok. En vrai, hyper intéressant comme question. Moi, là, ce qui me vient tout de suite, euh, alors podcast, je suis d'accord que, en vrai, il y en a quand même, il y a plusieurs teams qui en font, etc. Mais Hmm, t'as vite fait le tour, entre guillemets. ouais. Euh, Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, alors c'est pas forcément quelque chose de francophone, mais en fait, moi, ce que je trouve dommage dans le powerlifting, c'est vraiment ce principe euh, où quand tu vas voir une compétition, je parle pas de voir une compétition et encore en présentiel, pourquoi pas, mais je parle de voir une compétition en live, diffusée sur YouTube ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper compliqué et hyper dommage, entre guillemets, que ce soit pas un petit peu mieux fait, mieux communiqué au niveau de la compétition. Ouais. Je, je dis ça, j'ai pas forcément de solution ou quoi que ce soit là qui me vient en tête, mais en tout cas, je trouve que une compétition de powerlifting, tu la regardes, déjà si tu connais pas grand-chose, ça va vite être chiant, si tu connais pas les athlètes ou quoi que ce soit. Euh, et c'est assez mal communiqué, dans le sens où euh, quand un athlète arrive sur le plateau, tu sais, il y a ce truc de tu comprends pas vraiment euh, où il en est, Hmm, et qu'est-ce que ça lui apporte de faire cette barre. Tu vois, souvent les classements sont un petit peu mal indiqués. Alors même si ouais. c'est mieux sur les derniers championnats du monde, si je dis pas de bêtises, je Ouais. trouvais les lives un petit peu mieux, etc. Et pour moi, s'il y a un truc qui serait hyper intéressant de faire, c'est de trouver une façon de diffuser ce sport un petit peu différemment, qui permet de d'ajouter un petit peu plus d'entrain aux téléspectateurs, de plus vite comprendre Hmm, qui c'est qui peut gagner, pourquoi tel ou tel athlète a mis cette barre. Tu vois, je sais pas, je pense que ça peut quand même apporter quelque chose de vraiment
Il est Ouais, vraiment bah intéressant. Et je trouve que c'est... Vas-y. j'allais dire en plus c'est super pertinent à l'ère de l'IA. Je pense que c'est pas très En plus. difficile s'il y a des développeurs. Je vais en parler à mon dev perso, je vais lui donner l'idée. Je pense que ce serait pas très compliqué en fait de faire une IA tout bêtement qui analyse les classements et qui peut te mettre, qui peut te faire un peu du commentary, soit pour aider les commentateurs directement Mhm. sur les lives et sur les compétitions, soit pour afficher une petite phrase au-dessus du truc, machin, mets cette barre 2 kilos au-dessus de machin truc pour prendre l'avantage, etc. Je pense que ce serait pas du tout compliqué de faire ça en IA et ça pourrait apporter ce petit truc-là en plus. Et pourquoi pas aussi des fois sur l'arbitrage. Donc maintenant, il y a les différentes couleurs quand tu mets Aussi, rouge. ouais. Mais ça pourrait être bien quand un athlète met rouge, je sais pas, rouge-jaune par exemple, qu'il y ait une petite case en haut à gauche qui s'affiche en mode jaune, faute Ce serait qui stylé, fait ouais. tac 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 tac. Et comme ça, les athlètes arrêteraient sur Instagram de se subjuguer que leur athlète préféré se soit mangé une rouge pour Depth alors que c'était Cole, que juste il avait pas le genou verrouillé quoi. Mm. Ouais. Non, c'est pour le coup, et c'est un point noir, entre guillemets, hein. Enfin, je trouve que si on arrive à améliorer ce point-là dans le Ouais, power, ça pourrait apporter beaucoup de choses. Et pour le coup, ça me fait penser aussi à un autre truc. Euh, alors, c'est pas un truc qui manque, c'est un truc nouveau qui est arrivé. Enfin, ouais, nouveau depuis quelque temps. Grind Actu, que tu connais du coup. ouais, bien sûr. Euh, Bah, que moi je connais pas personnellement, mais en tout cas, je trouve que ce qu'il a apporté dernièrement sur l'actualité du powerlifting, et du coup créer un petit peu un engouement, que ce soit sur les championnats de France, sur n'importe quel championnat, ramener de l'actualité comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Et là, je trouve que c'est un gros plus qu'on a eu dernièrement. Même moi, pour le coup, ça m'a beaucoup plus mis dans l'actualité du power, etc. Et je pense Hmm. un paquet de gens aussi. Et ça, déjà, juste avec ces postes avant les championnats de France, etc., ça te permet de savoir un petit peu plus qui est ce qui est potentiellement, enfin, a le plus de potentiel de gagner, qui est l'outsider, etc., etc. Ça te permet Ouais, déjà de rentrer un petit peu plus dans le match. ouais, 100%. 100%. Même quand il y avait. Là, pour les championnats du monde, il y a Last Warm-Up, là. C'était Mhm. Jean et Mathieu qui font un petit podcast pour mettre dans l'ambiance. Moi, j'adore ça avant les compétitions. Parce que c'est vrai que à l'international, je suis pas forcément 100% des athlètes, etc. Il y a ceux dont je me rappelle, Mhm. mais il y a plein de nouveaux et tout que je connais pas forcément. C'est bien d'avoir du contexte et ça rend beaucoup plus fun le truc. Et je pense que bah, on sera tous contents d'une manière générale s'il y a plus de visibilité sur le sport, donc plus de créateurs de contenu, plus de gens qui mettent de la hype sur les compétitions. Au global, c'est sûr que ça ferait beaucoup de bien. On va passer à la deuxième question, qui là aussi peut être très compliquée. Si tu cogites pas assez vite ou quoi que ce soit, s'il n'y a rien Il qui te va me vient, mettre dans ça la peut être sauce. compliqué. Ok. Encore une fois, plutôt dans le powerlifting francophone de préférence, est-ce qu'il y a quelqu'un dans Ok. le milieu qui mérite plus de visibilité selon toi? Une personne un peu sous-cotée. Mhm. Ah, celle-là, elle est dure, hein. Celle-là, elle est dure. Alors, laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Quelqu'un qui mériterait plus de visibilité. Euh, Ça peut être quelqu'un qui a déjà beaucoup de visibilité, mais il est tellement fort que tu te dis, il devrait avoir encore plus, tu vois. Mais ouais, d'une manière générale, quelqu'un, tu te dis, putain, ce profil-là, en tant qu'athlète, en tant que coach, en tant que diète, en tant que kiné, peu importe, hein, ils se disent, putain, ce mec-là, ou cette meuf-là, elle devrait avoir plus de visibilité. J'aimerais lui je donner réfléchis. la lumière. Bah alors, je t'ai parlé de Grain Actu tout à l'heure, qui pour moi a vraiment fait du très bon boulot. Alors, il est du coup, il a quand même beaucoup de visibilité. Ouais, Euh, j'ai lui qui me vient en tête, qui pour moi a vraiment apporté un gros plus dernièrement dans le powerlifting français, en tout cas dans l'actualité. Après, là, comme ça, au niveau du coaching, j'ai personne qui me vient en tête. ouais, En tant qu'athlète, je réfléchis. Alors, pour le coup, en tant qu'athlète, il y a tellement, et ça va tellement très vite, et il y a tellement de nouveaux athlètes qui
pop entre guillemets, pas de nulle part, mais en tout cas qui sont pas Qui connus arrive là comme ça au au premier devant de la abord. scène. Exactement, et ça arrive dans toutes les catés chaque année entre guillemets, donc j'ai pas de nom spécifique, mais en tout cas tout va très très vite en termes de performance dans le powerlifting français. Ouais. Donc je pense qu'il y aura sûrement plein de noms à donner. Et après, que ce soit en réhab ou en kiné ou en quoi que ce soit, j'ai pas forcément de nom. Je sais que le kiné, alors avec le kiné, Brian de chez OPT, que tu dois peut-être connaître. Ouais. Ouais, carrément, j'ai bossé avec Euh, lui, avec quelques-uns de mes ok, athlètes. Ça s'est très bien ok, passé. Big up à Brian, ok. le boss. Eh ben, avec lequel j'ai déjà échangé plusieurs fois, j'ai pas eu l'occasion de bosser concrètement avec lui, mais en tout cas avec le peu d'échanges que j'ai eu avec lui, ça s'est souvent très bien passé et ça se voit tout de suite que c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses et qui axe vraiment les choses différemment par rapport à des kinés Hmm. plutôt standards. Donc pourquoi pas lui mettre de la lumière dessus. Eh ben, let's go. Ce sera Brian, le boss, qui fait du très bon boulot. Je peux en attester personnellement. Donc, c'est cool. Et la dernière question, c'est tout simplement le mot de la fin. Quel est le message que tu as envie de passer à la communauté du powerlifting francophone, tout simplement? Ok. Quel message tu veux Bah, transmettre? j'aurais plein de choses à dire. La première chose qui me vient, euh, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est donc là je vais parler au nom de, enfin pour tous les athlètes qui nous regardent. Ouais. Euh, la force athlétique, c'est pas un sport qui est facile, c'est pas le sport qui va forcément te procurer plus de loisirs ou quoi que ce soit. C'est un sport qui se pratique plutôt sur le long terme et qui euh, va t'emmener dans des hauts comme dans des bas. C'est pas du tout quelque chose de tout droit. Et moi, le premier, hein, après 5 ans de powerlifting, j'ai eu des phases où tout allait très bien et des phases où j'arrivais même plus à faire un squat, par exemple, avec des douleurs. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes, si tu as toujours le mental qui est là, et du coup, oui, l'entourage reste peut-être même la chose la plus importante dans ce sport, je dirais. Parce que faire ce sport tout seul, je l'ai dit aussi tout à l'heure, personnellement, je trouve que ça a peu d'utilité, voire même aucune utilité. Mm. Donc si tu t'entoures bien et que tu kiffes soulever lourd, parce que on fait ce sport pour ça, pour soulever le plus lourd possible, on est bien d'accord. T'es au bon endroit, donc il faut continuer tout simplement. Persévérer. Exactement. Eh ben, c'est magnifique. Merci à toi pour cet échange qui fut très sympa. On a pu partir un petit peu dans tous les sens comme j'aime bien. Donc c'est très cool. J'espère que ça aura plu à nos chers auditeurs. Je suis désolé, mais on va devoir se dire au revoir. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas évidemment à me le faire savoir. N'hésitez pas à aller checker un petit peu les réseaux de notre invité ici présent, qu'on mettra évidemment en évidence. Et voilà, pas plus de choses à dire que ça. Lifter, lifteuse, ciao.